Bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans le talk de France Info. Salut Volca, salut Babylone, salut Silmorine, salut Alain, salut Lord de Gibus. Bienvenue à toutes celles et ceux qui nous rejoignent pour 2 heures de stream les mercredis et jeudis soirs pour décrypter l'actu politique, économique, géostratégique, diplomatique, l'actu des sciences, de la tech et du web, et puis aussi l'actu des rêves, et puis peut-être celle aussi des idées, avec au programme pendant 2 heures, du temps pour prendre le temps, du temps pour expliquer, pour mettre des lumières là où on tâtonne parfois dans le brouillard, 2 heures pour aller scruter au microscope ce qui se trame dans les interstices de l'actualité, puis surtout aussi 2 heures pour mettre de la raison dans la passion avec vous, notamment dans le chat. Posez vos questions, je les relais à nos invités que je vais vous présenter dans un instant. Ce stream, c'est aussi évidemment le vôtre. Posez toutes les questions que vous voulez. La seule contrainte, mais Jérém à la modération en est le garant, le gardien, c'est que ce soit courtois et bienveillant. Mais je vous fais confiance. Au programme de ces 2 heures, de 17h à 18h, les 2 motions de censure étudiées en ce moment à l'Assemblée nationale, 2 motions de censure qui pourraient faire tomber le gouvernement de Michel Barnier dans un contexte économique et budgétaire difficile, et un budget 2025 qui pourrait ne pas être bouclé sur fond de crise de la dette. On en parle de 18h à 19h pour l'heure et pour l'instant. Il n'est jamais que 17h05, passé de 6 secondes à Paris, à peu près la même heure à Dax, Quimper, Rouen. Il y a déjà demain à Taïwan, Shanghai et Manille. Et il faut désormais moins que les doigts d'une main pour compter les heures qui nous séparent d'une très très probable motion de censure votée contre le gouvernement de Michel Barnier, avec en creux plein de questions. La question de l'après, la question des alliances, la question du Rassemblement national qui est jusqu'ici à la maîtrise du tempo, la question des ruptures aussi, la question du budget, et puis peut-être aussi la question d'Emmanuel Macron, de plus en plus isolé, mais qui pourrait peut-être, ou peut-être pas, on va en parler, trouver un nouveau rôle à jouer dans cette affaire. Salut Laurent Frémont. Bonsoir. Laurent, tu es enseignant en droit constitutionnel à Sciences Po, tu es consultant en affaires publiques associé chez Coalition. Oui, tout à fait. À tes côtés, Amélie Le Breton. Salut Amélie. Bonjour. Amélie, tu es communicante, présidente de l'agence de communication Coriolink. Et à mes côtés, Matteo Isaac Boussaki. Salut. Bonjour. Tu es étudiant, tu es créateur de contenu et on te doit surtout, en fait, ce qui justifie ta présence ici, la politique de maths sur TikTok. Et la politique de maths, c'est 61 000 abonnés, c'est beaucoup, et où tu parles d'actualité politique. C'est ça. Chers amis, à ce stade, donc il est 17h06, on a commencé à débattre à l'Assemblée nationale. L'arithmétique semble favorable à ce que la motion de censure prospère, qu'elle soit votée, donc pour faire chuter le gouvernement de Michel Barnier. Il faudrait que 288 députés votent la censure. C'est un cas de figure qui est possible si on additionne les voix de la gauche avec celles du RN, le Rassemblement national, ex-Front national, les 2 formations qui ont annoncé leurs intentions de voter la censure. Donc le vote était programmé à 16h ce mercredi. Il a commencé par la motion déposée par le nouveau Front populaire. Et hier, il y avait quelqu'un qui y croyait encore, ou en tout cas c'est ce qu'il disait. On écoute le Premier ministre. Je pense que c'est possible qu'il y ait ce réflexe de responsabilité où, au-delà des différences politiques, des divergences, des contradictions normales dans une démocratie, on se dise qu'il y a un intérêt supérieur. Moi, je pense que l'intérêt supérieur du pays, le bien commun, l'intérêt national, ça veut dire quelque chose. C'est pas moi qui suis en cause. Ce qui se passe dépasse très largement ma seule condition. Un réflexe de responsabilité. Est-ce qu'on y croit encore, Amélie Le Breton ? Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte, Michel Barnier, quand il dit ça ? C'est terrible, Ludo, parce que moi, je vais commencer en étant pas hyper positive. L'exercice, il était presque attendu de la part d'un Premier ministre. Il se défend jusqu'au bout, il essaye de renverser la vapeur. Mais finalement, on pourrait dire que le 20h, c'était un coup d'épée dans l'eau, parce que tout était joué d'avance. Alors, pour celles et ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent et qui n'ont pas vu la prestation de M. Barnier hier, il a essayé de faire les choses bien. Il a dit que lui, il n'était pas attaché à la fonction. Il dit, par exemple, les dorures qui sont autour de nous, je m'en fous. Donc, voilà, pour montrer que lui, il était là pour la France. Il a essayé aussi de tenter de détourner l'objet du courroux en disant il faut s'intéresser au texte et pas à Michel Barnier. Bon, il a quand même un peu oublié que c'est quand même sur le texte qu'il va y avoir une motion de censure au-delà du fait que ça renverse le gouvernement de Michel Barnier. Et puis il y avait une dernière et une très grosse utilisation d'un argument qui a été beaucoup utilisé justement par d'autres aussi ces derniers jours sur le cas grec. Donc, il a utilisé le cas grec en disant... Alors, le cas grec, on se rappelle, c'est la Troïka. Exactement. Donc, en fait, le cas grec, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir de 2008, il y a eu une très grande crise financière en Grèce, qui était notamment due à l'éclatement de la dette publique. Et donc, la Grèce a dû aller voir l'Union européenne et le FMI pour avoir des crédits. Ça a donné lieu à des mesures d'austérité extrêmement importantes. Et sur les années 2010, sur les années 2011, sur les années 2012, ça a vraiment fragilisé
on va dire, l'économie du pays. Mais au-delà de ça, il y a eu vraiment des mesures d'austérité qui ont mis les Grecs dans la rue. Il y a eu des changements de gouvernement. Enfin bref. Et donc, finalement, le cas grec, c'est un peu l'épouvantail en disant on va finir comme les Grecs. Et c'est ce que mettait un peu Michel Barnier en avant hier. Il disait, en fait, je vois les marchés et je vois que nous sommes au-dessus de la Grèce. Donc, en gros, on n'est pas très loin de ce que ces Grecs ont vécu en 2008. Donc, finalement, il a tout essayé sur le 20h de TF1. Mais en fait, j'ai envie de dire tout ça pour ça, parce qu'on arrive à ce qu'il y avait avant le 20h, donc à 19h55, c'est-à-dire une situation où on sait que les dés sont déjà joués, le RN va voter la motion de censure du NFP, et aussi à présenter une motion de censure rien que pour la forme, puisqu'il y a, tu l'as rappelé tout à l'heure, 2 motions de censure. Il y a Jules César, il y a Cal qui nous ont rejoint dans le chat. Salut les amis, bienvenue chez vous. Volka aussi, que j'ai peut-être déjà salué. Mathéo, tu l'as reçu de la même manière, le discours du Premier ministre, de celui qui est encore notre Premier ministre, au moins pour quelques heures, jusqu'à ce que la motion prospère peut-être. Oui, je trouve aussi que ça n'a pas forcément grand intérêt. Et c'est surtout, il y a un moment qui m'a marqué, c'est quand il a parlé d'une motion de censure écrite par Jean-Luc Mélenchon, comme pour dire au Rassemblement national qu'il ne devait pas la voter. Je pense que c'est pas, déjà c'est pas vrai, parce que c'est une motion de censure qui a été écrite par l'ensemble des partis du NFP, et il essaye le tout pour le tout, tout en sachant, je pense, que ça ne servira à rien. C'est ce que tu as vu, une sorte de Premier ministre un peu kamikaze. On a parlé de barreau d'honneur un peu. Oui, un peu en quelque sorte. Je sais pas, et surtout parler d'extrême gauche, je sais pas si ça a un intérêt dans le débat, et même il a nié avoir voulu négocier uniquement avec le Rassemblement national, ce qui est quand même, c'est vrai qu'il a cédé à un certain nombre de chantages de Marine Le Pen, sans pour autant réussir à la fin. Laurent? Je pense qu'on a un Premier ministre qui vit l'histoire, qui est acteur de l'histoire, parce qu'il y aura clairement un avant, un après 4 décembre 2024, parce que c'est peut-être la première fois qu'une motion de censure peut survenir, peut aboutir sous la Ve République. Et donc de fait, il a jeté ses dernières forces dans la bataille, mais tout a été joué en amont en fait, au cours des semaines et des mois précédents. Et donc il y a un côté un peu solennel d'un Premier ministre qui, encore une fois, se place devant les Français dans un contexte budgétaire compliqué. Mais rappelons quand même qu'il sera sûrement Premier ministre encore demain, et voire même dans les semaines à venir, parce que là, si la motion de censure était adoptée, il devrait juste remettre sa démission au président. Donc, encore faut-il que celui-ci l'accepte, puis qu'il nomme un nouveau Premier ministre. Et on en est peut-être encore loin. Alors tout à l'heure, parce que j'ai le fil AFP sous les yeux, il y a l'agence Reuters qui nous a envoyé un urgent, je vous le lis, c'est Macron souhaite nommer un Premier ministre avant la cérémonie de réouverture de Notre-Dame de Paris, samedi. C'est ce que dit Reuters, et une source qui n'est pas... Voilà, je ne dis pas que France Info l'annonce, c'est en tout cas ce qu'on pouvait lire dans notre fil d'actu. On en parlait avant que le stream commence, c'était enseignant en droit constitutionnel à Sciences Po. Ça doit être à la fois très rigolo et en même temps très compliqué d'enseigner le droit constitutionnel actuellement à des jeunes, non? En tout cas, ça des étudiants. On se rappelle aujourd'hui que, selon l'article 20 de la Constitution, le gouvernement est responsable devant le Parlement, et c'est quelque chose qu'on avait oublié sous la 5e. Et d'ailleurs, dans les conditions de l'article 49 et de l'article 50. Et donc, on pourra peut-être revenir sur les différentes motions de censure qui sont prévues par l'article 49, mais en tout cas, l'article 50 prévoit bien que, en cas de vote d'une motion de censure ou en cas de rejet d'un vote de confiance, le Premier ministre doit remettre sa démission au président de la République. Et donc on en revient finalement au caractère parlementaire de notre régime, qui est un peu indéterminé, mais on se rappelle que le Premier ministre doit sa légitimité à sa nomination par le président de la République, mais qu'il est aussi responsable devant le Parlement, et en particulier devant l'Assemblée nationale. Il y a eu, on l'a vu, il a essayé de faire le job pendant ce 20h de TF1, Michel Barnier, mais il n'y a pas que lui. C'est-à-dire qu'il y a eu tout un bruit ces derniers jours qui est monté crescendo de la part de certains camps parlementaires, notamment cette espèce de socle duquel est issu le gouvernement. Alors, un peu moins les LR, que j'ai trouvé bizarrement assez silencieux, excepté Gérard Larcher. Donc Gérard Larcher, qui est le président du Sénat, qui lui a écrit une tribune dans le Figaro où il a demandé carrément un sursaut. Je voudrais vous lire, parce que j'ai même pris des notes. Il a dit... j'appelle chacune et chacun à se dépasser, il parlait aux députés, à se dépasser pour la France et à refuser les conséquences d'une instabilité politique et les incohérences d'un vote de censure.
Donc Gérard Larcher, il aime bien être garant des institutions. Et au-delà de ça, on a eu beaucoup, alors les ministres, c'était attendu, mais aussi des députés dans le camp des macronistes qui essayaient de montrer une petite musique sur justement le chaos que ça pourrait amener. Alors on a parlé tout à l'heure de cet exemple grec, mais pas que. Certains politiques ont mis en avant, par exemple, ce qui pourrait se passer si demain il y avait si aujourd'hui il y avait la censure. Et donc derrière le PLF, donc le projet de loi de finances et le projet de loi de finances de la sécurité sociale qui était complètement bloqué, avec un retour en arrière, parce que si c'est pas celui de 2025 qui s'applique, en fait c'est celui de l'année dernière qui va s'appliquer, et avec certains qui pourraient se retrouver, selon eux, dans une situation moins confortable. Et là, ils parlaient notamment des retraités et de certains actifs qui devraient payer de l'impôt, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Donc on sent bien qu'il y a eu une tentative jusqu'au bout de faire passer des arguments, mais moi j'ai eu la sensation que c'était presque un peu trop tard, c'est-à-dire que c'est comme s'il se réveillait en se disant... Pendant des semaines, on nous a dit on écoute. Et d'ailleurs, quand il a été nommé, Michel Barnier, il a dit je vais écouter, je vais respecter. Bon, force est de constater que, alors lui il dit mais j'ai bien écouté, bien respecté tout le monde. Apparemment, toutes les oppositions disent que ça n'a pas été le cas. Et c'est vrai que sont remontés des commentateurs et des gens qui sont un peu dans les couloirs que l'écoute, elle n'était pas si ouverte que ça. Donc aujourd'hui, ou quelques jours avant le vote sur la motion de censure, qu'on dise voilà ce qui pourrait se passer si c'était le chaos. Alors qu'il n'y a pas eu d'écoute, on est dans un jeu normal politique, mais ça laisse un goût amer pour l'ensemble des partis. Je te vois casser, Mathéo. Oui, mais même on avait entendu que Michel Barnier, il avait été surpris que Marine Le Pen, au final, du coup, annonce qu'elle voterait la motion de censure. Il a été pris de court. Je pense qu'il pensait avoir le contrôle dans les négociations. Au final, c'est Marine Le Pen qui a le contrôle depuis le début de son mandat. Et je pense aussi qu'il faut se poser la question de qui est responsable de cette situation, donc des problèmes économiques qui peuvent subvenir. C'est quand même le président de la République qui a fait une dissolution surprise en juin dernier et qui gère les comptes depuis maintenant 7-8 ans. On va en reparler d'Emmanuel Macron un petit peu après. Il y a Jeff, salut Jeff, bienvenue chez toi, qui pose une question, c'est peut-être plus une question pour toi, Laurent. Alors c'est une question qui est revenue très très souvent depuis la dissolution, mais dont on ne se lasse pas, parce qu'elle trouve toujours de bonnes réponses. Et est-ce qu'on n'arrive pas à une limite de la Ve République? Est-ce qu'on ne doit pas s'aligner sur les autres pays en réduisant drastiquement le pouvoir du président? Tu as moins d'une heure pour répondre. Vous avez 3 heures. Et attention, il y a d'autres gens qui sont passés avant toi. Ta réponse, elle a intérêt à être bien. Ce qu'il y a de sûr, c'est que ça nous montre que notamment l'outil du 49 alinéa 3 était adapté à un régime majoritaire, mais que ce régime n'est peut-être plus adapté aux nouvelles circonstances politiques et à la tripartition de l'Assemblée nationale. C'est tout ce qu'on peut dire aujourd'hui. Après, sur la question d'aller vers un autre régime, il y a énormément d'exemples, notamment le régime allemand, où on peut faire des alliances sur les coalitions, etc. Mais en tout cas, tout ce qu'on peut dire... je trouve ça compliqué de rejeter en bloc... Tu peux pas faire une réponse en moins de 5 heures. Non, mais en tout cas, sur la 5e, c'est quand même un régime qui a montré son efficacité, sa longévité, etc. Mais ce qu'il y a de vrai, c'est que depuis 2 ans, depuis 2022, c'est un régime qui n'est pas adapté aux réalités politiques. Et donc après, il faut voir, soit les réalités politiques évoluent, soit le régime change. Mais dans les deux cas, il faut trouver une solution. Parce qu'il y a quand même une question qu'on doit se poser aussi, c'est là, on a une situation où donc un Premier ministre est mis en minorité et donc a une défiance du Parlement. Ok, mais le Parlement n'est pas homogène. Il y a de toute manière des blocs qui s'affrontent et avec une grande force et presque une certaine violence. Et moi, je me suis posé la question en venant, je me suis dit, mais c'est quoi la bonne clé ? Parce que finalement, si demain, c'est pas Michel Barnier, on parle déjà de ceux qui pourraient remplacer Michel Barnier, celles ou ceux qui pourraient remplacer Michel Barnier. Mais qui dit qu'il ne va pas y avoir le même scénario qui va se passer? Parce que on parlait tout à l'heure de Marine Le Pen, qui a été, elle, la maîtresse des horloges. C'est beaucoup Emmanuel Macron qui a dit ça pendant des années, mais là, c'est elle qui a été le cas. Et en même temps... Le Pen qui dit actuellement à l'Assemblée, la politique du pire serait de ne pas censurer un tel budget, un tel gouvernement, un tel effondrement. Pardon. Ah ça a l'air plié, alors. C'est intéressant ce qu'elle dit. Alors, c'est intéressant ce qu'elle annonce là, parce que Marine Le Pen, elle fait un pari risqué. Elle dit, les institutions nous contraignent à mêler nos voix à celles de l'extrême gauche. Ce n'est pas de gaieté de cœur. Voilà. Et donc, mais alors, pour le coup, la communicante que je suis doit vous avouer, heureusement qu'elle est là-dessus. Alors, je donne pas du tout de blanc-seing à Marine Le Pen en disant ça, mais en fait, sur la forme, en tout elle cas, prend un risque, Marine Le Pen, parce que ça fait 10 ans qu'elle travaille sa respectabilité.
et qu'elle dit qu'elle veut être au pouvoir. Elle a fait déjà plusieurs présidentielles où elle était en finale. Et donc là, elle a eu ce qu'on appelle la stratégie de la cravate qui a été menée au RN depuis plusieurs mois en disant « les gars, vous filez droit, vous parlez correctement aux gens et vous bossez vos dossiers ». En gros, c'est ça. Et pour celles et ceux qui nous regardent, il faut que vous sachiez qu'il y a une stratégie très, 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 très importante qui est mise en place au RN pour former des cadres et pour former des élus, pour être sûr que la prochaine fois, ils prennent encore plus de place. Bref, pourquoi je vous dis ça ? Parce que là, en étant sur un rejet, donc cette motion de censure, elle se met à dos potentiellement une partie de son électorat. Certains petits patrons, alors petits n'étant pas, je veux dire les patrons de TPE, donc de toutes petites entreprises et de PME, qui font partie de son socle électoral, eux, ils n'aiment pas du tout l'incertitude. Et ils estiment que ce qui se passe là, c'est du grand n'importe quoi, notamment pour le business. Les agriculteurs ont commencé à prendre la parole. Je vous ai trouvé en Bourgogne-Franche-Comté. Il y a les jeunes agriculteurs et la FNSEA qui ont déjà prévenu que les députés qui allaient voter la motion de censure, ils allaient recevoir la visite des agriculteurs. Parce que les agriculteurs seront les perdants d'un recul sur ce qui avait été prévu par le projet de loi de finances. Bref, donc tout ça pour vous dire qu'elle a intérêt à dire qu'en fait, c'est pas elle qui veut, c'est qu'elle est contrainte de le faire à cause d'Emmanuel Macron, à cause de Michel Barnier, parce qu'elle va devoir s'expliquer vis-à-vis de ses électeurs. Et c'est aussi... Alors Mathéo, puis Laurent, pardon. C'est aussi que de plus en plus les électeurs du RN, donc pas les petits patrons les patrons des TPE PME, mais son autre électorat a commencé à lui reprocher de ne pas voter les motions de censure d'un gouvernement de droite libérale. Et donc en fait elle est dans les deux cas elle risque quelque chose. Moi, honnêtement, sans rentrer dans les questions politiques, c'est vraiment une attitude qui est incompréhensible. Déjà parce que quand on vote une motion de censure, ça veut dire qu'on approuve ses considérants. Et là, on l'a dit, c'est quand même une motion de censure qui parle des... Les considérants, donc c'est la justification, ouais, on va dire. C'est quand même une motion de censure qui parle des plus viles obsessions du RN. Donc ça veut dire qu'ils vont approuver ce texte, concrètement, s'ils l'adoptent. Deuxièmement, elle avait quand même obtenu un certain nombre d'avancées. Donc c'est un peu dommage parce que son bilan qui était plutôt bon dans cette négo va être réduit à néant. Et troisièmement, elle sait ce qu'elle perd mais elle ne sait pas ce qu'elle gagne. Donc ce sera soit un gouvernement issu du bloc commun plus à gauche, soit un gouvernement technique, mais dans les deux cas, elle est perdante. Alors, il y a autre chose qu'il faut avoir en tête quand on parle de Marine Le Pen, c'est le procès qu'elle a en cours et l'épée de Damoclès de l'inéligibilité possible qui devrait tomber, la décision devrait tomber au mois de mars. Donc, il y a un tic-tac qui est enclenché pour Marine Le Pen et à rendre une situation très instable. Ce qu'elle veut aussi, alors je ne suis pas dans les petits papiers de Marine Le Pen, mais je me suis posé la question de pourquoi, puisque effectivement, il y a d'abord le socle dur appelle depuis longtemps à la censure. Donc ça veut dire ceux qui votent RN depuis des années. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que si elle déstabilise le régime, elle déstabilise Emmanuel Macron. Et elle, ce qu'elle veut, c'est pas sur l'Assemblée nationale tout de suite, c'est carrément la présidentielle. Et c'est pour ça qu'elle pousse pour que Emmanuel Macron soit acculé. Qu'en fait, si les gouvernements tombent les uns après les autres, en fait, qui va rester à tomber ? Celui qui est à la tête complètement, c'est le président de la République. Et c'est d'ailleurs pour ça que ce soir, c'est elle, je crois, qui commence le bal. Ce soir, elle fait TF1. Et ensuite, vous aurez Jean-Luc Mélenchon qui va faire TF1 ou France 2. En fait. Et bizarrement, ce sont deux candidats à la présidentielle. Et eux, leur message, c'est l'obsession d'Emmanuel Macron de faire tomber le président de la République. Et aussi, ça pose la question de l'union de la gauche, je trouve... Parce que du coup, on a joué Jean-Luc Mélenchon qui jeudi est sur TF1, je crois. Et c'est de savoir qu'est-ce qu'il va dire. Est-ce qu'il va, du coup, encore une fois, pousser à la démission d'Emmanuel Macron. Et derrière, ça veut dire une candidature de Jean-Luc Mélenchon qui déplairait à l'ensemble des autres membres du nouveau Front populaire. Et j'ai bien peur que le NFP éclate à un moment où le Rassemblement national monte. Et en cas de démission d'Emmanuel Macron, on se retrouve... avec un second tour, encore une fois, entre Marine Le Pen et quelqu'un du camp macroniste. On va reparler après des dissensions. Juste pour compléter sur les questions judiciaires, il ne faut pas oublier que le président de la République bénéficie de l'inviolabilité. Et donc peut-être que le pari... Qu'est-ce que c'est l'inviolabilité ? Donc ça veut dire que durant l'exercice de son mandat... C'est pas l'immunité. Non. Durant l'exercice de son mandat, le président de la République ne peut pas être attaqué ni au civil ni au pénal. Ce qui fait par exemple que pour le divorce de Nicolas Sarkozy, c'était compliqué parce qu'il était président de la République. Et donc ça veut dire que toutes les affaires judiciaires en cours s'arrêtent.
pendant la durée du mandat. Et donc, peut-être que le pari, c'est de se dire qu'en cas de démission d'Emmanuel Macron, elle sera présidente. Et à ce moment-là, elle bénéficiera de l'inviolabilité. Oui, c'est pour ça que la stratégie. Prenez la parole vous-même. Hein, la stratégie du RN, elle n'est pas si lisible que ça, parce qu'il y a plein de considérations à prendre en compte. Il y a la considération, effectivement, d'elle, de sa posture. Enfin, vous imaginez quand même, c'est une femme qui, depuis des années, se prépare, ou semble se préparer, pour devenir présidente de la République. C'est ce qu'elle dit vouloir. Et là, alors que c'est comme s'il y avait un vent porteur. Alors je ne dis pas vent porteur parce que je le pense, ça n'a rien à voir. C'est juste qu'on a vu les résultats des dernières législatives. Le parti, je parle bien de parti, pas de coalition, qui est le plus fort, c'est le RN. Et donc c'est elle qui a... Alors Jordan Berdella dirait c'est moi, mais en fait c'est les deux. Elle a quand même poussé quelque chose. Elle est arrivée 2 fois aux portes du pouvoir. C'est pas rien. Et donc là, d'avoir cette épée de Damoclès, pour elle, c'est inenvisageable. Et donc c'est pour ça que ça déjoue totalement sa première stratégie, qui était de dire potentiellement, on attend de voir, ils vont se prendre les pieds dans le tapis, on va montrer qu'on fait la pluie et le beau temps. Et puis un jour, quand on aura envie, on fera une motion de censure et on verra comment ça se passe. Là, elle est obligée d'accélérer le timing parce que la décision judiciaire, c'est en mois de mars. Il y a Zoteban dans le chat qui dit « Ah, il a faute de droit dans le titre du live, c'est 49.3 et pas 49-3. La personne qui a commis cette horrible faute a fait 50 droits et c'est moi, justement. Donc désolé, t'as parfaitement raison. » Alors, je corrige la correction, c'est 49 alinéa 3. Voilà. Oui, pour revenir par exemple sur le budget, où du coup on reproche au Rassemblement national de voter cette motion de censure, mais aussi au nouveau Front populaire. Je pense qu'il aurait été, et surtout aux socialistes et même aux écologistes, il aurait été impossible pour les socialistes de ne pas voter cette motion de censure quand on voit toutes les coupes budgétaires qui sont faites. Moi, je viens de Bordeaux à la base, et il y a eu beaucoup d'affichage dans la rue à ce sujet assez humoristique. Martine Aubry a fait la même chose à Lille. Et je pense qu'il aurait dû davantage écouter davantage le Rassemblement national, soit se tourner vers les socialistes, les écologistes et essayer de faire des efforts sur un certain nombre de choses. Alors, c'est intéressant parce que justement, c'est là la difficulté avec le NFP. C'est-à-dire qu'il y a les socialistes, les écologistes et la France insoumise. Et donc, finalement... Michel Barnier a décidé de ne s'adresser à personne en disant c'est un élément unique. Et donc, sachant qu'en plus, Jean-Luc Mélenchon avait dit, en fait, nous sommes les vainqueurs, juste après les résultats aux législatives, donc s'appliquera uniquement le programme du NFP, seulement le programme du NFP. Donc, en fait, le poison de la dislocation du NFP, on sent qu'il est là à plein de moments. Et les socialistes et les écologistes, ils savent quelque chose. C'est que donc il y a le bazar à l'Assemblée, il y a le bazar pour le gouvernement, mais il y a des élections qui vont arriver normalement les prochaines. Ce sont les élections municipales. Et les élections municipales, elles sont très importantes pour ces deux partis, parce que ce soit chez les écologistes, donc EELV, ou que ce soit chez les socialistes, vous avez des grands barons. Alors, les grands barons, ça peut dire des maires de grandes villes qui sont soit socialistes, soit EELV, parce que, donc, on le sait, EELV a pris des très grosses collectivités, Poitiers, Lyon, Bordeaux, Strasbourg. Donc, voilà. Donc, en fait, eux, ils savent très bien que la difficulté pour eux, c'est qu'ils vont devoir faire avec LFI, qu'ils le veuillent ou non, parce que comme en 2026, il va y avoir les élections municipales, il ne faudrait pas qu'LFI soit dans le camp de l'opposition au moment parce que ça fragilise tout ça. Bref, donc il y a un jeu en fait à 10 bandes dans chaque parti politique qui fait que parfois, quand on est simple électeur, on se dit mais qu'est-ce qu'ils font ou pourquoi est-ce qu'ils font telle ou telle stratégie? Parce qu'en fait, eux, ils voient loin, ils voient comment on va garder le nombre de sièges qu'on a à l'Assemblée, comment est-ce qu'on va garder nos sièges de maire. Et la présidentielle, de toute façon, il n'y a que une ou deux personnes qui est obsédée par ça en se lavant les dents ou en se rasant le matin, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Et moi, j'ai énormément de mal à comprendre la stratégie de la France insoumise, surtout du long, que ce soit sur leur comportement à l'Assemblée. Je pense qu'il aurait été beaucoup plus efficace de faire un peu comme le RN, la stratégie de la cravate, et même vis-à-vis de leurs alliés du NFP, où on a l'impression qu'ils ne les respectent pas, ou même ils n'avaient pas envie qu'en fait Lucie Castet arrive au pouvoir, parce que même elle n'affirmait pas que ce sera tout le programme, rien que le programme. Il y a quelque chose, en fait. Jean-Luc Mélenchon, il a tout intérêt de montrer qu'il est le seul à détenir les clés.
d'un pouvoir qui serait, sain pour les électeurs. Et donc, s'il a demain, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils font alors, le mot est un peu fort, hein, pardon, mais des sortes de purges. Hein. On a vu qu'il y a des députés qui ont été mis sur la touche parce qu'il y avait des dissensions avec les organes décisionnaires de la France insoumise. Et lui, il a tout intérêt à arriver en disant « j'ai la solution ». Donc, si quelqu'un d'autre peut prendre un peu de lumière, ça ne plaît pas du tout à Jean-Luc Mélenchon. C'est pas ça. Non, et sa stratégie, c'est la stratégie du chaos. C'est pas du tout. Marine Le Pen, elle a compris que son socle, c'est bon, il était là. Mais si elle voulait passer la seconde, même la cinquième, c'est-à-dire en fait devenir présidente de la République, elle n'avait pas le choix que de modérer son discours pour arrêter de faire peur à certaines franges de la population. La frange économique et puis la frange des modérés qui sont un peu perdus et qui se disent finalement il y a Mélanie en Italie, pourquoi il n'y aurait pas Le Pen en France. Ça, c'est la stratégie de Marine Le Pen. Jean-Luc Mélenchon, c'est comme s'il avait la stratégie de dire la terre brûlée. Donc en fait, moi je vais refaire tout en partant de la terre brûlée. Donc en fait, il va tout faire, enfin, moi c'est comme ça que je l'analyse, pour mettre le chaos, parce que c'est du chaos que va renaître un programme ou un projet qui lui semblera à la hauteur de ce qu'il veut. Il y a tout seigneur, tout honneur. Il y a Lord Gibus, salut Lord Gibus, bienvenue chez toi, qui dit est-ce qu'on est reparti pour 45 jours sans gouvernement? Peut-être plus, hein. Ah là là, la déprime. Hein. Alors, pardon. Ce qu'il y a de sûr, c'est que aucun texte ne prévoit un délai maximal à respecter pour la nomination d'un nouveau gouvernement. Et la jurisprudence reconnaît bien que le gouvernement démissionnaire peut gérer les affaires courantes, donc liées à l'urgence ou à la continuité de l'action précédente. Mais ça peut durer, et d'ailleurs c'est le cas dans plusieurs pays, hein, ça peut durer plusieurs mois. Et d'ailleurs, apparemment, les journalistes écrivent là aujourd'hui que dans les coulisses de l'Élysée, ils essayent de presser les collaborateurs et les conseillers de l'Élysée, Emmanuel Macron, de se bouger en fait pour essayer de trouver un Premier ministre, parce que on le voit, c'est pas quand même le président de la République qui arrive à trouver assez rapidement, compte tenu de ce qui s'est passé la dernière fois. Et puis il y a autre chose aussi. Qui va vouloir aller dans cette galère? Alors, vous avez les vieux de la vieille qui se sont... François Bayrou. Ségolène Royal. Mais en fait, ces noms reviennent à chaque fois. Mais peut-être qu'il ferait... est-ce qu'il ferait consensus? Enfin, toute la question est là. Il risque d'être peut-être illisible pour un électeur moyen, si je puis dire, un peu comme nous sommes, hein, Mathéo. Et je me demande pourquoi... Enfin, je pense que ce serait plus efficace de se tourner vers la gauche pour un gouvernement, dans le sens où ce serait le camp centriste qui aurait le pouvoir de voter une motion de censure ou non, le même pouvoir qu'a Marine Le Pen actuellement. Et là, dans les noms qui sont sortis, à part Bernard Cazeneuve, qui est absolument rejeté, enfin il est rejeté même par Olivier Faure, il n'y a aucun nom qui sort, alors que je pense que c'est le camp qui est arrivé, qui est arrivé premier, et c'est ceux qui pourraient amener une plus grande stabilité, je pense. Après, il y a bien sûr la France pour relativiser, je pense qu'un gouvernement NFP serait censuré extrêmement rapidement. Par les autres blocs. Puisqu'il est encore plus minoritaire que la majorité actuelle. Oui, en fait, c'est insoluble. Ouais. Et certains disent que, en fait, Emmanuel Macron, quand il nous a sorti de son chapeau cette magnifique idée de dissoudre, en disant, alors, messieurs, dames, vous n'avez pas très bien voté, parce que moi, je l'ai un peu perçu comme ça, vous n'avez pas voté correctement aux élections européennes, donc je vous donne une deuxième chance de ne pas faire n'importe quoi. Bon, résultat, il y a eu des votes, il y a eu un front républicain, certes, mais il y a quand même ce schisme très fort, ces trois parties, ou ces trois socles qui en fait ne peuvent pas s'entendre. Et finalement, aujourd'hui, en fait, Emmanuel Macron, il était convaincu, certains disent qu'il était convaincu que ce serait donc le Rassemblement national qui arriverait en tête. Il n'a pas du tout compris ce qui allait se passer à gauche, parce qu'il n'a pas de culture politique assez forte. Et donc, il était persuadé que le RN arrivait en tête, il allait se prendre les pieds dans le tapis, le RN, et donc, il était tranquille pour 2027, on n'aurait pas Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle. Bon, on voit bien que la stratégie politique de notre président de la République n'est pas tout à fait sur la bonne ligne. Et aujourd'hui, on se retrouve avec presque il n'y a que des scénarios pourris pour nous, électeurs, citoyens. Parce que ce soit François Bayrou, j'ai rien contre lui, François Bayrou, mais qui dit que ça ne va pas se reproduire, puisqu'il va faire quoi? Il va faire un budget, il faut que ça passe par les fourches codines de la Commission européenne, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on a quand même une autre épée de Damoclès, c'est on a une petite procédure aux fesses. Alors on n'est pas le seul pays, je crois qu'on est 7 pays membres.
Justement parce que on respecte pas tout à fait les règles de Bruxelles. Alors certains pourraient dire on n'a qu'à arrêter de respecter les règles de Bruxelles, on aura moins de problèmes. Il n'empêche que la Commission européenne attend des mesures de la France et que donc il y a ce cadre-là, il y a le cadre de la dette. Enfin bref, il y a plein de cadres qui font que les marges de manœuvre sont pas. Je vois pas comment est-ce que Bayrou ferait différemment vraiment de Barnier. Et effectivement, on pourrait se dire la gauche et le NFP fait sortir quelqu'un de ses rangs. Mais oui, là, tout de suite, les autres blocs diraient non, c'est une honte pour telle et telle chose. Et bam, de nouveau, motion de censure. Et en fait, vous connaissez le film qui est sorti en 93 qui s'appelle Un jour sans fin, le jour de la marmotte en fait, on revit tout le temps la même chose. Moi, j'ai l'impression d'être là-dedans depuis des mois. Et je me dis, mais quand est-ce qu'on va en sortir ? Je pense que c'est Renaissance qui devrait être capable de pouvoir négocier avec la gauche. Parce que je pense que la gauche, en tout cas, si on exclut la France Insoumise, est assez ouverte par cette idée d'avoir, c'était l'idée qu'ils avaient, c'était de texte par texte négocier. Mais il y a un camp centriste qui veut absolument pas toucher aux impôts, en fait, qui ne veut pas changer tout ce qu'ils ont fait et toutes les raisons pour lesquelles les gens ne votent plus vraiment pour eux. Et même, je vois pas comment régler le problème de la dette avec ceux qui l'ont causé. Alors, pour le coup, chez les macronistes, il y a aussi des divisions parce que on l'a vu quand Michel Barnier est arrivé avec les éléments budgétaires. Il y a eu un tollé en disant vous ne touchez pas à l'impôt parce que chez les macronistes, il y a cette volonté de ne pas augmenter les impôts. C'est un mantra chez eux. Et donc, ça a beaucoup... c'est parce qu'il a finalement dit, en fait, ceux qui vont avoir les augmentations d'impôts, c'est les plus riches et les retraités et les entreprises. Et là, c'est passé. Parce que sinon, Attal sortait de ses gonds en disant, Gabriel Attal, l'ancien ministre, c'est une honte, il ne faut pas toucher l'impôt. Là, ce qui est intéressant, c'est effectivement une partie de la gauche, et notamment, pour celles et ceux qui ont déjà entendu son nom, Boris Vallaud, qui est donc le patron des socialistes à l'Assemblée nationale, qui était, pour la petite histoire, avant dans le cabinet de Arnaud Montebourg, et donc qui est le mari de Najat Vallaud. Voilà, le DIRCAB, exactement, qui est le mari de Najat Vallaud-Belkacem. Il fait entendre une petite musique depuis plusieurs mois. Il est vu comme quelqu'un qui pèse au sein du Parti socialiste, et lui, il a parlé justement d'une sorte de coalition qu'il appelle en fait de non-censure. Il est presque dans la négative. Normalement, en politique, je sais pas, les hommes et les femmes politiques, ils oublient que normalement on fait comme Johnny, on donne envie d'avoir envie. Maintenant, en fait, on n'est même plus là-dedans. On se dit comment est-ce qu'on évite la catastrophe. Boris Vallaud, il pourrait être là-dedans. Kyle nous dit, salut Kyle. Kyle nous dit Macron démission, constituante, et enfin, ton com est parti. Et enfin, on pourra commencer à s'occuper des problèmes. Macron démission, ce n'est pas envisageable en l'état. Ce n'est pas envisagé. C'est pas envisagé, absolument. C'est pas envisagé. Et qu'est-ce qui se passerait, soyons un peu Madame Irma, sortons en boule de cristal, et là, on va faire de la politique fiction. Macron démissionne, il se passe quoi ? Alors, juste d'un point de vue institutionnel, ce serait la logique qui démissionne. Parce que là, on a grillé tous les fusibles. C'est bien de le rappeler, peut-être. Oui, et apparemment, il est reparti sur un autre scénario qui est resté jusqu'à la dernière seconde. Mais en tout cas, ce serait la logique absolue qui démissionne dès ce soir. S'il ne démissionne pas, peut-être qu'une solution serait d'avoir un gouvernement technique pour assurer un minimum d'affaires courantes jusqu'en juillet, et avec une dissolution des nouvelles élections. Parce qu'on peut, je crois, la Constitution permet de prendre des décisions sans passer par le Parlement, qui seraient des décisions budgétaires ? Alors, ce serait des décisions par ordonnance, mais il faut quand même des lois d'habilitation. Et donc, dans ce cas-là, c'est juste qu'il n'y a pas d'inflexion politique, quoi. C'est juste de la gestion courante. Les lois d'habilitation sont votées par le Parlement. Exactement. Dans l'État, ça serait très compliqué. Oui. Alors, donc ça n'est pas possible. Pour dépasser tout ça, il y a l'article 16, on pourrait en reparler. L'état d'urgence. Oui, mais il y a aussi la théorie des circonstances exceptionnelles. Donc ça, c'est une notion qui a été développée par le Conseil d'État en 1919. C'est l'arrêt Dame-Dol et Laurent. Donc les Dame-Dol et Laurent, c'était deux prostituées qui avaient attaqué l'arrêté du préfet qui leur interdisait certaines zones. Parce que le préfet de Toulon avait peur de la propagation des maladies ou de certains secrets de guerre. Et donc, elles avaient attaqué cet arrêté. Le Conseil d'État donne raison au préfet en disant que lorsqu'on a des circonstances impérieuses, on peut s'affranchir des règles communes du droit. Et donc, c'est sur cette jurisprudence qu'en cas de crise, on peut outrepasser le fonctionnement régulier des institutions en prenant les décisions qui s'imposent, notamment budgétaires. Alors, c'est une jurisprudence qui a servi assez peu, je crois. Oui.
Ça a servi quand ? Qui a servi globalement dans tous les états de crise ou de siège sous la 5e. Et idem pour l'article 16. Donc l'article 16, il y a beaucoup de débats là-dessus. Mais je pense que là, ça s'appliquerait bien pour le budget. Parce que l'article 16 peut être déclenché en cas de menace à l'intégrité du territoire. Bon, là, concrètement, s'il n'y a pas de budget, les forces de l'ordre et l'armée ne sont plus payées. En cas de menace au fonctionnement régulier des institutions, idem, les fonctionnaires ne seraient pas rémunérés. Fonctionnaires parlementaires notamment, donc il n'y aura plus d'institutions. Alors on peut tout de même, il ne faut pas hésiter quand même de ne pas faire peur à tout le monde. Il y a des mécanismes transitoires quand même qui permettent de payer les gens. Je ne veux pas que dans le chat, les gens pensent qu'au 31 décembre, les gens ne seront pas payés. Non, alors il n'y aura pas de shutdown, mais en tout cas, il est possible de faire passer le budget sur le fondement de l'article 16. Et je trouve que ce serait justifié si jamais on est dans une situation de blocage. Parce que, pardon, mais juste pour le préciser, si le budget et le PLFSS ne sont pas adoptés, on peut faire passer des lois spéciales. Mais qui dit qu'elles seront adoptées ? Parce qu'il y a ça aussi pour ceux qui agitaient en fait la menace d'un chaos, et notamment dans le projet de loi de finances, donc ce qu'on appelle le PLFSS, il détermine les dotations, les attributions par grande famille. Et typiquement, un hôpital, les CHU, il y a des dotations qui sont prévues avec des augmentations, des évolutions, des baisses, qui sont prévues par les mécaniques du PLFSS. Et donc là, sur la sécurité sociale, sur plein de choses, vous avez une sorte de... en fait, on ne sait pas comment est-ce qu'on avance. Il n'y a pas de pilote. En fait, on ne sait pas comment mettre le carburant. Donc, quels sont Donc, on pourrait se dire, on avance par ordonnance. Mais comme tu le précises, il faut quand même qu'une loi décide qu'on va passer par ordonnance. Alors en fait, pour le coup, c'est l'article 34 de la Constitution, c'est la loi qui détermine les dépenses et les recettes. Et là, en l'occurrence, sur le PLFSS, il faut bien une loi pour que l'ACOS, donc en gros tous les organismes de la sécurité sociale, puissent lever de la dette. Et rappelons-le, la dette de la sécurité sociale, c'est quand même 18 milliards, c'est un budget de 620, je crois. Mais donc, il faut quand même qu'il y ait une loi qui permette de lever la dette et aussi de payer les retraites des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers. Voilà, donc ça va être sympathique dans les prochains jours. Là, il va y avoir énormément de questionnements. En plus, c'est sympa, c'est juste avant Noël. Franchement, c'est très sympa. On a eu donc juste avant les vacances d'été, et puis là, juste avant Noël. Je pense que les journalistes politiques sont en train tous de déprimer à fond, là. Parce que derrière, en fait, il n'y a que des inconnus. En fait, c'est comme une équation, mais là où personne ne sait comment on va pouvoir la résoudre. Et avec un sentiment que l'intérêt général n'est pas du tout privilégié dans ce débat. Non. Parce que... De fait, 6% de déficit, une crise de la dette qui approche, ça veut dire qu'il y a une mise sous tutelle du pays à terme. Et donc un manque, je trouve, de responsabilité de la part de plusieurs partis politiques. Alors moi, je dirais même de la part de tous les partis politiques, parce que quand on est citoyen, moi, j'ai eu l'impression que j'avais des enfants où j'ai l'impression qu'on a des enfants qui ne... Alors, il y a un engagement des élus, voilà, et s'il y a des militants parmi ceux qui nous regardent, ils vont dire, oui, mais nous, on sait bien qu'il faut faire tel choix ou tel choix. Et donc, il y a des gens qui sont convaincus, sauf que le spectacle qui est donné, parce qu'il y a derrière des enjeux politiques très forts, mais que ce soit à tous les niveaux, que ce soit le président de la République, c'est pas un joli spectacle pour la démocratie. Et d'ailleurs, juste après la dissolution, il y a eu et donc du choix d'Emmanuel Macron, il y a quand même eu cette notion de déni démocratique qui a été posée. On s'est retrouvé avec Michel Barnier. Encore une fois, je n'ai rien contre Michel Barnier, mais Michel Barnier, c'est les LR. Et les LR, ils ont fait combien ? 47 voix ? 47 sièges, pardon, pour les... Donc, en fait, on est là, en termes de structuration, de ce que ça renvoie comme image, on n'y est pas du tout. On n'y est pas du tout sur quelque chose de très tranché. En fait, Emmanuel Macron, il a finalement mis le verre dans le fruit. Et il continue de le faire, et c'est pour ça que même lui, c'est imprévisible. Il est imprévisible dans les choix qu'il va faire. Et derrière, quand il a pris la présidence de la République en 2017, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il disait qu'il était le rempart au Rassemblement national. Franchement, on est quelques années après, on ne voit pas trop où est le rempart. Et je pense que tout ça ne commence pas à la dissolution, ça commence vraiment en 2022, parce qu'il ne faut pas oublier qu'Elisabeth Warren, c'est quand même 23 utilisations du 49 alinéa 3 pour faire passer les textes. C'est un contexte déjà de majorité relative. C'est constitutionnel, mais dans la pratique... C'est constitutionnel, c'est constitutionnel, mais finalement, dans la pratique, est-ce que ça l'est tant que ça ?
Il n'y a pas de jurisprudence là-dessus. Mais... Non, mais en tout cas, il y a une motion de censure qui a abouti une fois, mais qui est une motion de censure spontanée. D'ailleurs, c'était intéressant, enfin, c'était en 65, 5 octobre, c'est donc les députés qui voulaient protester contre le général de Gaulle qui avait décidé d'utiliser l'article 11, donc le référendum, pour faire passer l'élection du président de la République au suffrage universel direct. Et donc les députés se sont saisis d'une motion de censure spontanée, donc c'est l'article 49 alinéa 2. Et cette motion a été adoptée. Bon, de justesse, mais adopté quand même, 280 sur 480. Et à ce moment-là, le Premier ministre Georges Pompidou a démissionné, mais De Gaulle a dissous l'Assemblée. Et un mois après, Pompidou était de retour au pouvoir, parce que le président pouvait encore dissoudre. Et là, on est dans un délai d'1 an depuis la dernière dissolution, qui fait que, et heureusement d'ailleurs, je pense, pour la stabilité des institutions, on ne peut plus dissoudre. Alors Mathéo, tu es à côté de moi, donc je ne peux pas te donner la parole avec le regard, donc quand tu la prends, n'hésite pas à la prendre. Je pense aussi que la question du déni de démocratie s'est développée petit à petit, même depuis 2017. Donc c'est vrai qu'il avait promis un renouveau démocratique, mais il y avait eu déjà la Convention citoyenne pour le climat, où au final c'était un bon espoir. Il y avait beaucoup de mesures, au final il a repris, je crois, une seule mesure. Il y a aussi les doléances, où au final il n'y en a aucune enfin c'est même pas été rendu public, enfin, en tout cas il s'en est pas vraiment servi. Et petit à petit c'est de pire en pire, j'ai l'impression. Et si on compare le Macron de 2017 à celui d'aujourd'hui, on a l'impression qu'il est arrivé en tant que jeune président qui allait tout changer, à un vieux politicien qui fait les magouilles pour essayer de garder le pouvoir. Et il y a une vraie distinction, il y a une vraie évolution démocratique française avec ce qui se passe aussi à l'Assemblée sur le fait que les partis bougent. Pendant très longtemps, on avait 2 grands partis qui se partageaient un peu en alternance. Bon, c'était plus la droite que la gauche, mais voilà, si on devait schématiser, c'était un peu ça, comme il se passe, par exemple, chez nos amis britanniques. Vous avez les Tories qui viennent de temps en temps, enfin bref. Et là, en fait, il a explosé le jeu politique en mettant une 3e force, je dirais même une 4e force, parce que le RN l'extrême droite commençait à monter. Et donc, il a repositionné le champ politique. Et il a repositionné le champ politique, et en même temps, il y a eu la polarisation on va dire, des postures politiques. Les postures politiques, elles sont devenues assez dures. Alors, je me suis quand même interrogée sur... parce que je me suis dit, ça n'a jamais été aussi dur. Mais si, ça a toujours été violent, les postures politiques. Mais là, il y a quelque chose où on entre presque parfois dans la politique spectacle. Ça touche pas que la France. On parlait tout à l'heure de l'Allemagne. L'Allemagne va pas hyper bien en termes de régime. Là, il y a eu des démissions avec fracas, alors que normalement, c'est des pros de la coalition et du consensus. Bon, donc c'est comme s'il y avait des tectoniques de plaques qui bougeaient partout dans le monde pour avoir une polarisation plus forte. Et Emmanuel Macron, c'est vrai qu'il a pas du tout joué depuis 2017 le jeu de l'écoute et du respect. On a quand même eu les grands débats où effectivement la Convention citoyenne, après les mouvements des Gilets jaunes, et en fait il en est ressorti pas grand-chose, avec des gens très frustrés. Et puis il y a eu aussi ce qu'il a appelé les corps intermédiaires qu'il a beaucoup malmenés. Les corps intermédiaires, c'est quoi? C'est les syndicats. Et justement, ce sont les maires, ce sont les collectivités locales, ce sont les syndicats dans leur ensemble, ce sont, bref, d'autres gens qui existent dans l'univers politique. Et en fait, en passant outre cela, il en a à aucun moment fait des alliés. On a eu, pendant les débats autour de la réforme des retraites qui a été portée par Elisabeth Borne, la CFDT, qui est un syndicat assez fort en France, elle aurait pu être beaucoup plus entendue ou écoutée. Et non, à chaque fois, Emmanuel Macron, c'est comme s'il avait... J'ai un jour un de mes amis politologues qui me dit... en fait, il y a un mythe, c'est de dire qu'Emmanuel Macron, il a comme une sorte de PowerPoint où il a défini la feuille de route de ce qu'il allait faire en France. Et donc, il enlève ses slides, pour ceux qui ont l'habitude des PowerPoint, en disant « ça, c'est fait, ça, c'est reste à faire ». En fait, la démocratie, c'est pas ça. Et lui, il vient pas de la politique de terrain. Il a jamais été maire. Et c'est comme s'il sentait pas ce qui se passe sur le terrain, alors qu'en 2017, il a fait une très belle campagne où il sentait les choses. Laurent Frémont, je vous vois exaspéré. Non, mais c'est vrai que la situation est assez insoluble. Après, la nouveauté... il y a eu déjà des tripartitions de l'Assemblée, dans les années 60, quand le Parti communiste était très fort. Il représentait quasiment un tiers des électeurs. Mais la différence, c'est que, notamment sous Mitterrand, il y avait des alliances PS-PC. Or, aujourd'hui, il y a un cordon sanitaire très fort, évidemment, entre le Rassemblement national et le reste de l'hémicycle, mais aussi entre LFI et le reste de l'hémicycle. Et donc, ces 2 cordons sanitaires des 2 côtés, je pense,
vont empêcher de trouver toute forme de majorité dans les années à venir. Donc il y a un blocage institutionnel. Mathéo. Et surtout, on a mis sur le même plan, enfin Emmanuel Macron a mis sur le même plan la France Insoumise et le Rassemblement National, et je pense que c'était une très grosse erreur, parce que ça fait un peu oublier les raisons pour lesquelles il y avait un front républicain depuis des années contre le Rassemblement National. Et ce signe égal, il fait qu'il n'y a aucune coalition qui est possible, parce que si on considère que le RN c'est comme LFI, alors on peut bien entendu ne pas, c'est pas possible de faire des alliances avec les deux. Et donc le problème vient aussi de là, d'avoir tapé sur la gauche constamment. Et d'ailleurs, c'est pas que la France Insoumise, parce que pendant les législatives, Emmanuel Macron parlait d'extrême gauche pour parler du nouveau Front populaire dans son entièreté, alors qu'on a des socialistes, des écologistes et des communistes qui sont plus modérés que la France Insoumise. Après, je pense qu'il faut se méfier du fantasme. Le NFP a gagné, c'est Lucie Castet qui doit être Premier ministre. Ça tient pas 2 secondes. Enfin, Je pense que c'est Quel fantasme? en fait, c'est la communication politique pour le coup. Enfin, c'était un peu un coup de bluff qu'ils ont essayé d'imposer après les législatives. Mais il n'y a pas grand-chose en commun entre un député LFI et un député Ensemble. Enfin, C'est pas ce qu'ils ont dit. Après, Une alliance. non, mais on considérait que ce serait le bloc central aujourd'hui. C'est quand même méconnaître la réalité institutionnelle qui est issue des élections de juin dernier. Après, si on écoute par exemple Jean-Louis Debré, même lui, il disait que c'était un déni démocratique ce que faisait Emmanuel Macron, parce qu'en soi, il y a une coalition qui a une majorité relative, qui est très légère, mais qui en a quand même une. Et donc je pense que Emmanuel Macron, il est peut-être allé trop vite. Il aurait dû d'abord peut-être nommer Lucie Castet, qu'elle se fasse censurer très rapidement, et qu'ensuite il essaye d'autres options, et peut-être qu'on aurait fini avec Barnier. Et c'est peut-être ce qu'il va faire. Et ça va Ouais. permettre de fracturer le NFP, je pense. Alors justement, parce que certains effectivement estimaient, il y a beaucoup d'analystes politiques qui s'interrogeaient sur mais pourquoi il n'a pas nommé Lucie Castet juste après les résultats des législatives, parce que on en parlait tout à l'heure, les socialistes et ELV n'ont pas d'autre choix que de monter dans la barque avec la France Insoumise aujourd'hui, sauf s'il y a une scission. Or, dans les partis, se dit que la France Insoumise n'attend que ça, que le geste de trop de la part des socialistes, en faisant ensuite de la victimisation. Et là, par exemple, Olivier Faure, il a fait une interview dans Le Monde ce matin, où il dit la gauche ne trouvera pas d'accomplissement parlementaire sans compromis, aucun gouvernement ne pourra appliquer tout son programme rien que son programme. Alors tout son programme rien que son programme, pour ceux qui se souviennent, c'était exactement ce qu'avait dit Jean-Luc Mélenchon en disant nous on a gagné, donc en fait ce sera tout notre programme rien que notre programme. Donc là on voit cette inflexion, et c'est vrai que ça pourrait amener une sorte de scission qui pourrait en fait libérer, alors je dis ce terme libérer, mais peut-être que d'autres diraient c'est pas libérer, ils ont tout intérêt de rester ensemble, mais libérer ELV et le Parti Socialiste pour qu'ils retrouvent leur socle plus ferme et envisager, parce que Boris Vallaud dit un socle de non-censure. Et d'ailleurs, même Lucie Castet ou même Marine Tondelier, qui était dans la matinale de France Info il y a quelques jours, même eux ne disent pas Très bon le programme, avec le programme. Tu reviendras. Même eux ne le disent pas, et je pense qu'il n'y a que Jean-Luc Mélenchon qui dit ça. Et le problème, c'est aussi que le camp macroniste écoute seulement Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon dit quelque chose, et ils vont tomber dans le piège de Jean-Luc Mélenchon, qui lui a cette volonté, et dire regardez ce qu'il a dit, donc toute la gauche dit ça. Ça va être beaucoup plus écouté. Ça montre aussi fondamentalement qu'il n'y a pas vraiment de culture parlementaire en France, et que même à l'extrême gauche, il y a le culte du chef, donc en l'occurrence Jean-Luc Mélenchon, qui vient finalement empêcher toute tentative d'alliance ou tout simplement de discussion entre des élus. Alors que chez les socialistes, il n'y a plus de culte du chef, parce qu'il n'y a plus de chef. Voilà. Olivier Faure, on ne peut pas le considérer, j'ai rien contre lui, mais on ne peut pas le considérer comme un chef naturel. Il y a eu quand même, on en a peu parlé, mais ce qui s'est passé après les européennes a été extrêmement violent pour... mon sang, celui qui a gagné avec Place Publique, excusez-moi. Raphaël Glucksmann. Merci, avec Raphaël Glucksmann. Merci Mathéo. Qui a fait 13% aux élections européennes, donc qui était loin d'être un score ridicule. Et derrière, juste derrière, il y a eu la négociation pour créer ce NFP, et les négociations ont mis complètement de côté Raphaël Glucksmann. Est-ce qu'il peut revenir dans le champ politique et dans le champ socialiste? Est-ce que François Hollande se dira qu'il peut être un trait commun? Est-ce que Marine Tondelier, qui a beaucoup émergé pendant les législatives, et c'était malin, parce que après la débâcle, parce que pour le coup ELV, ça a été une débâcle sur les élections européennes, et donc tout le
le monde pensait que potentiellement des têtes allaient sauter chez ELV et peut-être la sienne. Et en fait, elle a très très bien réagi pendant la séquence. Pour celles et ceux qui se souviennent, elle parlait de l'intérêt des électeurs, de l'intérêt collectif, de l'intérêt commun. Donc il peut y avoir demain des personnalités qui pourraient émerger si en fait on les libère de ce joug où aujourd'hui tout le monde est comme cornaqué parce qu'ils savent que derrière il y a des enjeux qui vont plus loin que juste une dissolution. Et c'est là où je trouve que Raphaël Glucksmann s'est trompé le soir des élections européennes, c'est qu'il est arrivé en faisant un discours en disant j'ai gagné, enfin je suis, en gros il a voulu prouver un peu son score, dire j'ai fait 13%. Et en même temps, on avait François Ruffin qui était sur BFM TV et qui a lancé le mot Front Populaire. Il y avait Marine Tondelier, pareil, qui appelait à une union de la gauche. Et tous ont très bien réagi. Et lui, il a était été à pris côté. de court. Oui, Oui. il a été à côté. Il a été pris de court par la dissolution, qui fait totalement oublier son score. On a M. Wauquiez, les Républicains, qui dit au RN, au Rassemblement National, actuellement à l'Assemblée, je vous lis le fil AFP qui défile devant moi, vous allez porter avec la France Insoumise la responsabilité de plonger la France dans l'instabilité. Comment peut-on être encore plus instable? Qu'est-ce qui va se passer là, après cette motion? C'est quoi le calendrier en fait? Il faut un nouveau gouvernement. Ouais, il faut. En l'état des alliances dont on sait qu'elles bougeront pas tant que ça en réalité. Tu parles politiquement ou Politiquement, oui. Enfin, politiquement et institutionnellement en réalité. Politiquement, j'ai peur que ça fige les choses, clairement. Enfin, là, je vois pas comment on peut s'en sortir par le haut. Et d'un point de vue institutionnel, il restera 15 jours avant le 19 ou le 20 décembre pour adopter un budget. Et si c'est pas adopté, là, on passera dans les pouvoirs exceptionnels, les pouvoirs de temps de crise. Et politiquement, ça veut dire que oui, donc là, la prochaine étape, c'est un nouveau gouvernement. Mais un gouvernement qui repasse sur un discours de politique générale, c'est ça, hein. Donc voilà. Et puis ensuite, refaire un budget, refaire un projet de loi de finances qui serait débattu avant la fin de l'année. Ça paraît... En fait, ça paraît presque mission impossible. Je pense que Tom Cruise devrait peut-être être appelé parce que, en fait, même humainement, je ne sais pas comment ils vont faire. Parce qu'il y a quand même pas qu'un petit sujet. Donc, on ne parle pas de changer 3 petits trucs, quoi. On va forcément décevoir un camp ou l'autre, ou il y a un camp ou l'autre qui va forcément dire non, mais c'est pas possible. Alors là, il y a l'abrogation de la réforme des retraites qui a été donc votée dans ce qu'on appelle la niche parlementaire. Donc chaque parti peut à un moment donné pousser un projet de loi. Ça a été le cas avec la France Insoumise qui a donc mis sur la table l'abrogation de la réforme des retraites. Et donc, qui a été largement votée, c'est-à-dire là par la France Insoumise, le NFP et par le RN. Ce qui permettait de dire, on repart à zéro. Mais donc, en fait, il y a tellement de sujets que je ne vois pas comment est-ce qu'ils vont réussir en si peu de temps à mettre d'accord des gens qui, de toute façon, ne sont pas d'accord. Et qui ont en plus des divergences sur des points fondamentaux. L'économie de marché, les retraites, comment est-ce qu'on finance la sécurité sociale, l'immigration, et donc quelle est la place qu'on donne aux gens qui sont issus de l'immigration et qui vivent en France. Enfin, on est dans des trucs... moi, j'aimerais pas être à la place de celle ou de celui qui va dire « oui, je veux bien prendre la main ». Non, mais je pense que quoi qu'il en soit, on sera vraiment dans une situation de crise. Parce que de fait, la crise financière peut arriver très vite. Et donc, ce sera plutôt un budget d'urgence. Mais c'est vrai qu'on ne voit pas comment un budget sur lequel le gouvernement aura été censuré pourrait être adopté ensuite par l'Assemblée. Donc, ça sera un budget à minima permettant tout simplement de reconduire les dépenses et les recettes de 2024, mais sans plus. Après, est-ce qu'il n'y a pas la possibilité que le nouveau gouvernement présente le même projet de loi, mais avec la revendication du RN qui était au sujet des retraites? Sur la désindexation, ouais, mais ça coûte 3 milliards, donc il n'y a pas de marge de manœuvre. Anne-Sophie Lapix disait hier, c'est vrai que 3 milliards sur un budget qui est beaucoup plus conséquent, j'ai du mal à comprendre, après beaucoup de concessions de la part de Michel Barnier, pourquoi il n'a pas vraiment... on charge des économies, on fait les fonds de tiroir en ce moment. Oui, et ça veut dire que donc, si c'est un gouvernement qui accepterait de faire ce cadeau au RN, il faudrait que ce soit un gouvernement
qui soit qui soit en adéquation, qui soit donc ça veut dire qu'il soit à droite ou très à droite, Oui. ou non, Ça- parce que ça peut être éventuellement demandé par la gauche. Donc, Et après, comme tu disais, Marine Le Pen a quand même des prétentions toujours plus fortes, donc on se demande où elle s'arrêtera. Enfin, là, il y a la question de la désindexation des retraites, mais elle aura aussi d'autres exigences qui font que l'adoption d'un budget n'est pas probable, même avec le soutien du RN. Parce que si le NFP, donc quelqu'un arrive, par exemple Lucie Castet arrive, et qu'elle, elle dit moi je suis d'accord avec le RN pour la désindexation sur les retraites, et donc je fais ce cadeau-là, bah oui, mais le RN va agiter le chiffon rouge de l'immigration, par exemple. Donc en fait, L'aide médicale d'État. voilà, ou l'aide médicale d'État, sur lequel le NFP, évidemment, peut pas se positionner comme les LR ou le RN. Donc, en fait, c'est le serpent qui se mord la queue. Ça veut dire qu'on va aller sur des choses à minima. Donc, il n'y aura pas de décisions franches qui pourront être prises. Voilà. Il y a Gabriel Attal qui s'est exprimé hier, qui dit qu'en cas de chute du gouvernement, il a l'intention d'appeler tous les partis républicains, sauf le RN et LFI, à trouver un compromis. C'est une information de Victoria Coussa, qui est journaliste politique chez nous. Qu'est-ce qu'il revient faire là-dedans, Gabriel Attal? J'ai du mal à comprendre pourquoi. En fait, dire sauf le RN et LFI, c'est tout de suite, parce qu'on en parlait tout à l'heure, le PS et ELV sont un peu trop accrochés à LFI en vue des prochaines élections, et c'est exclure directement des possibilités de compromis. Il pourrait être plus intéressant de dire on va quand même discuter avec LFI, et après ça, on peut voir les socialistes, les écologistes, les communistes se séparer de la France insoumise, mais là, s'ils le font, on dirait que ce sont des traîtres, en gros, et qu'ils ne respectent pas les accords. Et pour le coup, Gabriel Attal, il est en train de jouer la présidentielle. Et donc, lui, il veut en fait utiliser ce qu'a laissé Marine Le Pen. C'est-à-dire que Marine Le Pen, elle a décidé d'aller sur la motion de censure et donc de lâcher, en tout cas pour l'instant, le fait de responsabilité et d'être assez large dans la volonté de rassembler même les modérés, même certains modérés. Là, Gabriel Attal, il dit regardez, moi je suis en responsabilité, je veux que tous les raisonnables, en gros, puissent demain construire quelque chose qui soit positif pour la France. Mais enfin voilà, c'est juste, il nous donne juste une carte postale pour 2027. Peut-être pour rassurer tout le monde, il y a pas mal de pays qui ont vécu sans gouvernement pendant des mois, voire des années. Les Belges. Et ils n'ont pas été plus malheureux parce que l'administration continue à tourner, et le pays continue à fonctionner. Donc il ne faut pas non plus placer trop d'espoir, en tout cas trop de crainte dans cette motion de censure, mais qui, encore une fois, est historique. Donc c'est vraiment important de bien suivre ces jours-ci, encore une fois, sans crainte non plus majeure sur l'avenir du pays. Tu devrais faire la radio puisque tu termines ta phrase à 18h pile. C'est C'était formidable fait pour moi, puisque c'est déjà l'heure du mot de la fin, chers amis. Le très court mot de la fin, parce qu'Amélie, je pense que tu as un rendez-vous un peu urgent. Oui, exactement. Je pense que on va passer des fêtes de Noël où ça va peut-être pas être que de la légèreté pour nous. Donc profitez de vos familles. Mathéo, le mot de la fin. Je pense que si j'ai un dernier mot, je pense que c'est que le prénom de Bernard Cazeneuve va ressortir dans les prochains jours, mais que c'est quand même de la poudre aux yeux, et donc il faudrait essayer de trouver un nom soit un peu à gauche, donc au centre-gauche, qui plaise déjà aux socialistes. Laurent Frémont, le mot de la fin. Ouais, Ou le mot de la suite, c'est comme tu veux. La suite, rendez-vous ce soir à 20h. Mais, sur l'antenne de France Info. Au contraire, passez plutôt des bonnes fêtes. Là, il y a clairement une situation de blocage politique, mais ce n'est pas une raison, encore une fois, pour continuer à vivre et garder plein d'optimisme pour notre pays. 18h01, allez, c'est le moment de nous quitter. Merci Laurent Frémont, merci Amélie Le Breton, merci Mathéo Isaac-Boussaki. Revenez évidemment quand vous voulez, c'était un plaisir de vous avoir. Si l'exercice vous a plu, vous êtes les bienvenus dans Talk de France Info. Merci pour vos lumières. Je vous chasse, je vous remets entre les mains d'Olivier Chauve qui va vous raccompagner dans les béants de la maison de la radio. Merci infiniment Olivier pour ton aide très précieuse ce soir. Et mes trois autres invités sont déjà là. Je vous en prie, prenez place, vous avez de l'eau. Merci de nous avoir fait l'amitié de vous être transporté à une heure où c'est pas facile de circuler à Paris. Il est 18h02, passé de 10 secondes. On garde un pied à l'Assemblée nationale où les députés débattent et se prononcent sur le sort de 2 motions de censure qui pourraient bien faire tomber le gouvernement de Michel Barnier. On garde un pied donc au Palais Bourbon et aussi un autre pied à l'hôtel de Matignon. Et puis, si vous le voulez bien, une main tendue peut-être pour un tour de clé dans la serrure des coffres de nos grands argentiers nationaux à Bercy, au ministère de l'économie, des finances et celui du budget. Des coffres bien gardés, mais des coffres vides. La faute au déficit, la faute à la dette et dans l'ombre, un budget
budget qui ne sera pas adopté si le gouvernement est renversé, puisque la censure du gouvernement provoquerait de fait le rejet du projet de loi de financement de la sécurité sociale. C'est le fameux PLFSS dont on a parlé tout à l'heure. C'est très dur à dire. Le PLFSS sur lequel le Premier ministre a engagé sa responsabilité en utilisant l'article 49 alinéa 3. Tout ceci projetant le reste dans un flou gaussien ou à tout le moins dans une grande part d'incertitude. Bonsoir, Laure Conwell-Cor. Bonsoir. Vous avez votre micro, Laure. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes historienne, économiste, vous êtes directrice de recherche au CNRS. Vous avez commis Le déni de la dette, une histoire française parue chez Flammarion. C'était au printemps 2024, je crois. Tout à fait. La dette dont on va beaucoup parler pendant l'heure à suivre, avec aussi à vos côtés Jean-Marie Monnier. Bonsoir. Bonsoir monsieur, vous êtes professeur émérite d'économie au Centre d'économie de la Sorbonne, décidément à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Et à vos côtés, en face de moi, Jean-Marc Daniel. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur émérite à l'ESCP. L'ESCP, c'est l'École supérieure de commerce de Paris. C'est une grande école de commerce. On parle de dette, de déficit, on parle de budget. Peut-être qu'on peut faire un peu de lexique pour qu'on définisse bien le périmètre de ce dont on va parler. Donc, qui se lance, c'est quoi le budget, c'est quoi le déficit et c'est quoi la dette dans cette histoire? Alors, je vais répondre à la première question, c'est quoi le budget? Alors, le budget, c'est le budget de l'État. Ce n'est pas le budget de la sécurité sociale. À vrai dire, quand on parle du budget de la sécurité sociale, on se trompe un peu parce que, en fait, c'est un ensemble d'administrations qui s'occupent de l'ensemble de la protection sociale. Donc, le budget, c'est le budget de l'État. Et quand on s'intéresse à la dette, en fait, ce qu'on prend en compte, c'est non seulement le déficit ou la dette de l'État, mais celle de la protection sociale et celle des collectivités locales. C'est l'ensemble du périmètre des administrations publiques. Et donc, la dette publique, c'est l'ensemble de la dette de ces administrations publiques. Oui, alors pour compléter ce qu'on vient de dire, bon, évidemment, je suis tout à fait d'accord, c'est des définitions. Juste un élément un peu personnel, je suis bordelais et budget, ça vient de Bordeaux. C'est Jean Santerre, qui était roi d'Angleterre et duc d'Aquitaine, qui le premier a établi un document devant les représentants des contribuables. Et à Bordeaux, le portefeuille, ça s'appelle une bougette. Et donc, il a présenté aux représentants des Aquitains, de la Guyenne, puisque lui, il disait la Guyenne, de l'Angleterre, il a représenté l'état de la bougette, qui est devenu le budget. Alors, sur le déficit et la dette, ce qu'il faut éviter, c'est que le déficit, c'est la différence entre les recettes et les dépenses d'une année, et la dette, c'est l'accumulation de tous ces déficits. Pour les gens qui ont fait un peu de mathématiques, la dette, c'est l'intégrale du déficit, ou le déficit, c'est la dérivée de la dette. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de gens, quelquefois, dans les commentaires, qui disent cette année, la dette est de 6% du PIB. Non, c'est le déficit qui est de 6% du PIB. En revanche, la dette, donc, telle qu'elle vient d'être définie, c'est-à-dire la dette de l'État, plus la dette des administrations de sécurité sociale, plus la dette des collectivités territoriales, elle fait 110 à 115% du PIB. Hein. Le PIB, c'est 3 000 milliards, et la dette, c'est 3 200 milliards. Donc, et donc, pour qu'il y ait une dette, il faut qu'il y ait eu des déficits. Et pour rembourser la dette, il faut qu'il y ait des excédents. J'insiste là-dessus parce qu'on dit souvent, on va baisser la dette en baissant le déficit. Non, il faut supprimer le déficit pour baisser la dette. On peut baisser le poids de la dette, le ratio entre la dette et le PIB, en ayant encore du déficit. Mais si on veut vraiment baisser la dette, il faut avoir un excédent budgétaire. Laure Conwell-Cor, pardon, vous êtes à mes côtés, donc je ne peux pas vous filer la parole en vous regardant. Donc n'hésitez pas à la prendre quand vous voulez. Et vous vouliez justement la prendre, pardonnez-moi. Oui, absolument. C'est pour compléter ce que disent mes deux collègues, en disant que cette définition était en fait une définition du sens de Maastricht, de la dette publique, donc elle a été mise en place à partir donc de 1992, mais ça n'a pas toujours été un périmètre aussi fixe. La dette publique a justement connu un peu des périmètres très divers et malheureusement justement la société ne pouvait pas forcément bien la définir parce que elle n'était pas très facilement exposée, elle était souvent éparpillée entre plusieurs administrations, plusieurs budgets, et donc ça n'a pas contribué en tout cas à clarifier le débat. Et l'autre question que je voulais dire par rapport à ça aussi, c'est que cette définition de la dette publique au sens de Maastricht ne prend pas en compte les déficits liés au régime des retraites. Parce que comme il y avait beaucoup de pays, les États membres de la zone euro, qui ne financent pas la retraite par répartition
mais par capitalisation, elle n'a pas été prise en compte. Donc, en France, cela vient en su. Il y a déjà plein de questions dans le chat. Je vais les poser dans le désordre et certainement un petit peu après. Il y a Slimorine qui dit pourquoi est-ce qu'on parle de la dette sans parler des actifs. Mathias qui dit mais à qui on doit la dette par exemple. Jeff qui dit mais pourquoi est-ce qu'on rapporte la dette de l'État au PIB et pas aux recettes de l'État. Et puis il y a Two Girl qui dit on n'entend pas très bien messieurs. Pourquoi vous nous entendez pas très bien? Bon, parlez près du micro. Je ne pense pas qu'on nous entende plus mal que tout à l'heure. On va parler de la dette pendant 1 heure. L'actualité, parfois, nous rattrape et nous oblige, nous, en tant que médias à France Info. Il se trouve que celle de l'état de la dette et de la chute éventuelle du gouvernement Barnier pourrait trouver quelques perpendiculaires pour converger. On écoute peut-être le Premier ministre devant les députés à l'Assemblée nationale hier. La situation est difficile sur le plan budgétaire, sur le plan financier. Je suis aussi très vigilant sur les marchés financiers que je connais assez bien, très difficile sur le plan économique et social, je viens de vous le dire. Il y a une chose dont je suis sûr, M. Sassaigne, je suis sûr, et retenez bien ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que la censure dont il est question demain, et nous retrouverons, rendra tout plus difficile et plus grave. Est-ce que c'est exagéré, ce que laisse présager Michel Barnier, le Premier ministre, qui est encore Premier ministre? Vous avez 3 heures, chers amis. Oui, je peux répondre à ça. Et vous êtes tous les trois Madame Irma avec une jolie boule de cristal. Et une question d'un auditeur, qui détient la dette? C'est-à-dire que ce sera plus difficile, implicitement, ça veut dire les gens vont pas nous apporter des fonds, parce que financer la dette, c'est aller chercher des fonds. Encore une fois, c'est la différence entre les recettes et les dépenses, et donc les recettes fiscales, ou les recettes, pas forcément sous forme de prélèvement obligatoire, mais les recettes qui arrivent assez naturellement dans les caisses de l'État, et donc cette différence, on va aller chercher des fonds auprès de prêteurs, comme n'importe quel agent économique. On emprunte, donc, et donc qui prête à l'État? Concrètement, à l'heure actuelle, c'est organisé au travers de ce qu'on appelle des spécialistes en valeur du trésor. Ce sont des institutions financières, essentiellement des banques, et ces banques répondent à des appels de fonds organisés par une agence qui dépend du ministère des Finances, de Bercy, qui s'appelle l'agence France Trésor. Et donc, ils disent, voilà, on a besoin de 8 milliards, et puis vous nous dites, pour une durée de 10 ans, vous nous dites quel est le taux d'intérêt que vous allez pratiquer. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que on parle quelquefois de remboursement de la dette. Or, on rembourse pas la dette. Une fois qu'elle arrive à échéance, on relance un emprunt pour de nouveau consolider cette dette. Et donc, dans le budget d'État, ce qu'il y a les sommes qui sont inscrites, qui dans le budget que défend M. Barnier en ce moment, sont de 55 milliards d'euros. Ces 55 milliards, c'est pour payer les intérêts à ces gens qui la détiennent. Alors, toute dernière remarque, on ne sait pas très bien qui la détient. C'est-à-dire que les spécialistes en valeur du trésor, les spécialistes en valeur du trésor, une fois qu'ils l'ont, ils s'en servent pour faire des produits des instruments financiers, l'assurance vie que beaucoup de nos concitoyens ont souscrite pour assurer leur épargne, est essentiellement assise sur la dette publique. La Caisse nationale de prévoyance, la CNP, qui est le principal pourvoyeur de ces produits d'assurance vie, détient in fine de la dette. Elle est allée voir les banques et elle a assis son approbation de l'assurance vie sur de la dette publique. Mais qui détient physiquement maintenant la dette, on ne sait pas. Alors qu'autrefois, je pense que vous allez nous raconter ça, autrefois, il y avait des titres, il y avait des gens, il y avait des rentes. Le rentier avait des titres physiques où il pouvait dire « c'est à moi, c'est ma dette ». Il y avait le grand livre de la dette, on était inscrit sur le grand livre de la dette. Je sais que Laure Connalcor est incollable sur l'histoire de la dette. Laure ? Oui, alors, pour rebondir sur ce que vient de dire Jean-Marc Daniel, effectivement, tout a changé dans les années mi-85, hein, parce que quand on a commencé à mettre la dette publique française sur les marchés internationaux, et grâce aux spécialistes des valeurs du Trésor qui a été en charge de la placer. Donc, effectivement, auparavant, il y avait un changement, enfin, c'est un gros changement par rapport à ce qui s'est passé auparavant, parce qu'auparavant, déjà, il y avait des titres physiques, donc on a un phénomène de dématérialisation aussi, donc on pouvait effectivement aller chercher son coupon de bons du Trésor ou d'obligations, ou même aller au guichet de la banque, souscrire à un grand emprunt, comme le dernier grand emprunt de Balladur en 1993. Donc on avait ce rapport physique et concret à la dette publique qui était, à mon avis, extrêmement important et utile pour que les citoyens se rendent compte un peu de la situation financière. Ils la suivent parce qu'ils étaient directement en lien avec ces produits financiers qui se sont développés
avec la financiarisation de l'économie, la globalisation financière, etc. Effectivement, il y a une perte de contact complète, une dématérialisation, et ils sont noyés dans des produits collectifs. Donc, c'est assez regrettable parce qu'on a du coup moins conscience des enjeux liés à la dette publique. Vous expliquiez sur France Culture, au micro de Tiffaine de Rocquigny, il me semble, vous expliquiez qu'il y avait un lien charnel avec la dette. C'est pour compléter ce que vous disiez, ou c'est peut-être ce que vous allez dire, Jean-Marie Monnier? Oui, ça a changé avec l'adoption de la technique de l'adjudication. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Il faut que vous expliquiez. l'agence France Trésor émet un calendrier d'émission et demande aux intermédiaires avec lesquels elle fait des transactions, et demande à ces intermédiaires de donner leur offre. À quel prix, c'est-à-dire à quel taux d'intérêt, ils acceptent de prêter à l'État français sur 5, 10, voire 40 ans. Voilà. Donc ça a changé. Auparavant, avec le réseau du Trésor, avec un ensemble d'instruments, en fait, les banques avaient une obligation, les intermédiaires financiers avaient une obligation d'acheter des titres du Trésor, et ça fonctionnait tout à fait différemment. Voilà. Pour répondre à la question qui a été posée, est-ce que ça pose problème? À vrai dire, la réponse, elle a été en partie donnée. Le Japon, qui est le pays le plus endetté, avec un taux de dette qui dépasse 200% du PIB, place sa dette auprès des Japonais, ça ne pose rigoureusement aucun problème. C'est les choix qui ont été faits à partir de la fin des années 90, de placer la dette française sur les marchés étrangers, c'est-à-dire en destination, qui font que effectivement, on est beaucoup plus facilement soumis aux caprices, si je puis dire, des marchés financiers que lorsque la régulation s'effectue en interne. Alors, pour compléter ce que vous venez de dire, d'après les statistiques de l'agence France Trésor, effectivement, on ne sait pas quel est l'emprunteur en dernier ressort, mais on a un peu une idée quand même. Ça a pas mal évolué dans le temps, hein. Il y a quelques décennies, au démarrage de cette internationalisation de la dette, il y avait plutôt 60%, voire 70% de la dette qui était placée à l'extérieur par ce qu'on appelait des résidents étrangers. Ça a changé récemment. Il y a une évolution où beaucoup plus d'investisseurs français sont concernés, du fait que la Banque centrale européenne, via la Banque de France, a racheté des titres de dette publique lors des grandes crises financières qu'on a connues, après la crise des dettes souveraines et après la pandémie. Donc du coup, on a un rapport qui est beaucoup plus équilibré, d'après ce que j'en sais, et on est plutôt à 52% de résidents étrangers et 48% de Français. D'après ce qu'on en sait, effectivement, parce qu'en fait, il y a des échanges de titres en permanence, donc on n'a pas précisément le détenteur final. Oui, pour compléter ce que nous venons de dire, deux choses. La première, c'est il y a le rôle de la Banque de France et de la Banque centrale. Et donc, vous parliez du Japon. Au Japon, 55% de la dette publique est détenue par la Banque centrale. Et or, en Europe, le traité de Maastricht interdit normalement à ce que la Banque centrale achète la dette. Elle la rachète, mais elle ne peut pas l'acheter. Je parlais de spécialistes en valeur du Trésor. Une des grandes caractéristiques de ce réseau de spécialistes en valeur du Trésor, c'est qu'il n'y a pas la Banque centrale. Et donc, le quoi qu'il en coûte de Draghi, pas celui de notre président de la République, parce que c'est devenu quoi qu'il en coûte partout. Le quoi qu'il en coûte de Draghi, le whatever it takes, c'était de dire, moi, je rachèterai la dette. Et donc, la question qui se pose, c'est combien de temps est-ce que la Banque centrale va être dans une espèce de situation un peu ambiguë vis-à-vis des traités. Au Japon, c'est clair. Elle dit, je rachète. Moi, il n'y a aucun problème. À ce stade, pour que ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, qui n'y connaissent peut-être pas grand-chose, pourquoi ça poserait problème que la Banque centrale achète de la dette? Alors, le problème, c'est qu'on considère que quand la Banque centrale rachète de la dette, pourquoi les Allemands qui insistent à ça, ils insistent sur deux raisons. La première raison, c'est que s'il y a une sorte de garantie automatique de rachat de la dette, il va y avoir aucune limite à la création de dette. Globalement, on va se dire ça va finir à la Banque centrale. Et donc, la conséquence ultime, c'est que l'État va s'endetter, dépenser. Et plus il va dépenser, plus il y a à la fois de menaces d'inflation et plus il y a à la fois de menaces de déficit extérieur. C'est-à-dire, l'État, quand il dépense, il donne des moyens à la population. Il ne garde pas l'argent pour lui, il le donne à sa population. Et sa population, avec
avec ça, elle achète. Donc soit elle achète des importations et ça déséquilibre le commerce extérieur, c'est ce qu'on appelle les déficits jumeaux. L'État s'endette, fait du déficit, et ça génère un déficit extérieur. Et sinon, si ça se retourne vers le tissu national, à ce moment-là, la tentation est grande, s'il y a beaucoup de gens qui ont reçu, d'augmenter les prix. Et donc, s'il y a ce mécanisme où la Banque centrale est capable de créer à l'infini, de répondre à l'infini aux attentes de l'État, à ce moment-là, il y a une double menace de déficit extérieur et d'inflation. La deuxième remarque que je ferai, c'est dans les statistiques, il y a une statistique qui est ce qu'on appelle l'avoir extérieur net du pays. C'est-à-dire que détient la France à l'étranger et que détiennent les étrangers en France. Et donc là, on rejoint un peu ce que vous disiez, c'est-à-dire que la dernière statistique donne, dans l'avoir extérieur net, qui est calculé par la Banque de France et authentifié par le FMI, 1520 milliards d'euros de dette publique détenus par des étrangers. Alors, on ne sait pas très bien qui c'est. Les 1520, encore une fois, je rejoins ce qui a été dit. Normalement, on ne sait pas. Donc, les 1520, c'est des analyses régulières de la situation de la balance des paiements courants. Parce que quand un étranger détient de la dette, à un moment donné, il faut le rémunérer. Et on le voit passer. C'est-à-dire, on voit l'argent qui sort du pays. On voit l'argent qui... En particulier, le Fonds souverain norvégien est apparemment, d'après ce qu'on croit savoir, est un grand amateur de dette publique française. C'est des problèmes de souveraineté, par exemple. Oui, et c'est surtout aussi qu'en fait, parmi sa moitié d'investisseurs étrangers, la moitié sont effectivement des Européens. Oui. Donc, ce qui en fait est assez rassurant, entre guillemets, pour l'avenir, parce qu'on se dit quand même que... Voilà, on est tributaire des marchés financiers. Vous n'avez pas peur des Norvégiens? J'ai moins peur des Norvégiens peut-être que des Chinois. Je ne sais pas si j'ai raison. Mais en tout cas... Non, on vous comprend. Enfin, je ne veux pas perturber l'émission, mais normalement, on vous comprend. Voilà, donc si vous voulez, l'idée, c'est aussi pour un peu dédramatiser cette affaire, montrer que... Voilà, on a aussi quelques garde-fous qui existent du côté des souscripteurs de la dette publique française, ce qui n'empêche que voilà, les marchés aussi spéculent en ce moment beaucoup sur la dette française et le spread n'est pas bon. Jean-Marie Monnier, je vous vois acquiescer franchement. Oui. Oui, on a des mouvements quand même de taux d'intérêt un peu surprenants, puisque la situation de l'économie française s'est pas franchement dégradée entre avant la dissolution et après la dissolution. Il y a même eu, si j'ai bien compris, un rebond de l'activité par les Jeux Olympiques. Et on voit des mouvements un peu erratiques des taux d'intérêt. Donc, alors, certains en tirent argument pour dire, voyez, vous menez pas la politique qui convient, ou vous n'êtes pas gentil, vous nous malmenez. Bon, en fait, on a le droit de dire quand même que derrière, il y a aussi des jeux spéculatifs. N'oublions pas que la dette, elle est vendue sur des marchés, et que sur les marchés, on a des gens qui spéculent. C'est comme sur tous les marchés de matières premières ou d'autres choses. Je vais poser la question très simplement, puisqu'on va la poser certainement, à mon avis, dans 3 minutes dans le chat. C'est grave, la dette? Est-ce qu'on est à un niveau qui est inquiétant? Non, allez-y. Vous avez écrit un livre là-dessus. J'imagine que la réponse sera certainement oui. Vous avez écrit un livre là-dessus, donc allez-y. Non, moi j'ai écrit un livre sur le déni de la dette. Oui. C'est-à-dire qu'effectivement, je pense qu'on considère que c'est grave. Voilà, c'est une accumulation effectivement de déficits au fil du temps, de pratiques. Donc, j'ai fait remonter à la Première Guerre mondiale, mais il y a eu effectivement des scansions très importantes, comme les années 1970 et ensuite voilà, la marche vers l'euro. Je pense que aussi pas seulement la marche vers l'euro, mais l'endettement du monde qui s'est développé avec les marchés financiers dans les années 80-90. Donc, on a eu des grandes étapes qui font qu'effectivement, on a accumulé une dette en volume très importante. Donc, au-delà des ratios, parce que les ratios, ils sont utiles, mais ils ne sont pas... voilà, signifiants. Je pense qu'il faut d'autres critères pour voir la soutenabilité, mais on pourra en reparler. Moi, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est que la France n'a jamais, depuis 1974, eu de solde primaire excédentaire. Et on est l'un des, je crois, des seuls pays européens à l'avoir fait. Même l'Italie a réussi à un moment à être un peu à stabiliser son déficit et même à avoir un solde primaire positif. Bon, ça n'a pas duré très longtemps, mais au moins ils ont essayé de le faire. Donc si vous voulez, c'est quand même assez problématique. On a un arrangement collectif avec l'endettement qui s'est accru, je trouve, depuis 30 ou 40 ans. Et
Donc là, je pense que c'est grave parce qu'en fait, là, on est dans l'héritage du passé. On est en train de payer l'héritage du passé et on va continuer. Et donc, ce sont les générations, pas forcément futures, c'est vous, nous, nos enfants, nos petits-enfants, qui vont aussi payer. Oui, et puis il faut dire aussi que l'évolution de la conjoncture, elle a aussi un peu favorisé ça. On a connu une période durant laquelle les taux étaient nuls. Des taux d'intérêt nuls, ça veut dire que l'avenir, le risque de l'avenir n'a plus de prix. Et ça, je pense que ça a correspondu à une période où il y avait une incitation, finalement, à s'endetter. On coupe dans les recettes sans le financer, sans le financer, en considérant que comme le coût de l'endettement est nul, il n'y a pas de problème. C'est oublier que la dette, en principe, elle se rembourse et que cette conjoncture-là est totalement anormale. Totalement anormale. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé à partir de 2021, où là, on a eu un retournement brusque et on prend l'augmentation des taux d'intérêt totalement au dépourvu. Voilà, donc on a eu des pratiques, si je puis dire, budgétaires, tout à fait hors de propos par rapport à ce qui est l'économie normale. Dans une économie normale, les taux d'intérêt ne sont pas nuls. Pourquoi on a fait ça ? Pour répondre d'abord, il faut préciser ce que c'est le solde primaire, qui est une expression qui a été utilisée, peut-être que les auditeurs ne savent pas ce que ça signifie. Le solde primaire, c'est le solde une fois qu'on a enlevé la charge d'intérêt. C'est-à-dire, l'idée, c'est la suivante, pour faire simple, la charge d'intérêt, c'est la trace du passé. On regarde le budget véritablement qui correspond à la vie présente, c'est-à-dire les recettes actuelles et les dépenses qui vont être immédiatement exécutoires et qui vont correspondre à un besoin immédiat. Et donc, normalement, alors il y a des règles, il y a des petites équations, c'est pas très compliqué, mais enfin, ça fait un peu de mathématiques, qui démontrent qu'effectivement, la première chose qu'on devrait faire, c'est commencer par équilibrer le présent. Faire en sorte que, une fois que la charge d'intérêt a été payée, on peut faire du déficit pour payer la charge d'intérêt, mais il faut équilibrer les recettes et les dépenses du présent. Et effectivement, l'Italie y arrive, alors que nous, on n'y arrive pas. C'est-à-dire que si, par exemple, on faisait banqueroute, on annulait la dette, en disant, voilà, c'est fini, on n'a plus à payer la charge d'intérêt, on continuerait à être en déficit. Alors que l'Italie, si elle disait, écoutez, on fait banqueroute, c'est tant pis pour vous, vous êtes bien gobergé avec les intérêts, maintenant c'est fini, l'Italie équilibrait ses comptes. Donc, il y a une vraie spécificité française. Alors, ensuite, par rapport à ce qui s'est passé, on a parlé de coupe dans les recettes, mais surtout il y a eu une explosion des dépenses. On arrive maintenant à avoir une dépense publique qui, dans le projet de budget, là encore alors budget au sens très large, l'ensemble des dépenses publiques, dans les projets qui ont été présentés par le gouvernement, on atteint 1699 milliards d'euros de dépenses. Ça fait 57% du PIB. On est le pays qui... Alors non seulement on n'a pas un solde primaire positif, mais en plus on a une dépense qui fait de nous le champion reconnu de la dépense publique. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que le service est à la hauteur de ces dépenses. On pourrait dire que c'est un problème de recettes, comme le dira peut-être Jean-Marie Monnet. Oui, sauf que, enfin, il y a quand même, on peut augmenter les recettes. C'est un choix politique. Oui, un choix politique. Et puis il y a un moment où la population commence à dire, écoutez, assez, c'est trop d'impôts, tue l'impôt. Et dans les années 80 dont on a parlé, le premier à avoir dit trop d'impôts, tue l'impôt, c'est François Mitterrand. C'est pas les ultralibéraux, c'est François Mitterrand qui dit, il y a un moment où on étouffe l'activité économique. Et la dernière remarque que je ferai, qu'est-ce qui s'est passé aussi dans ces dépenses, c'est que la dette a nourri aussi la dette. Quand vous regardez les intérêts qui ont été versés, donc il y a eu des périodes où les taux d'intérêt étaient... Mais il y a eu des périodes où les taux d'intérêt étaient très très élevés. Et depuis 1981, donc le moment où la dette a commencé véritablement sa pente ascendante, il y a 3200 milliards d'euros de dette, et en face vous avez 2500 milliards d'euros qui ont été versés d'intérêts. Donc la dette, on peut dire, elle a au moins servi à investir. Mais elle a servi aussi à payer des intérêts. Et c'est là la question qu'on se pose. On parlait de la génération d'après. Finalement, il y a un mécanisme. Donc, est-ce que c'est grave de s'endetter ? Il y a quand même un mécanisme pervers dans la dette que s'endetter, ça consiste à prendre de l'argent à tout le monde pour le donner aux détenteurs de dettes publiques. C'est un effet anti-redistributif. Il y a toute une critique, notamment de la gauche au 19e siècle, qui disait au travers de la dette, vous prenez les impôts des pauvres pour payer la rente des riches. Et donc, ça a fonctionné effectivement en France. 2500 milliards d'euros d'intérêts ont été versés depuis 1981.
Laure Conway-Corse. Oui, je voulais juste ajouter aussi un point important, c'est que dans les 6% de déficit qu'on a actuellement, on a calculé que 2% étaient dus à la charge de la dette, aux intérêts. Donc c'est quand même énorme. On a dans les 6%, on a 2% qui ne servent en fait qu'à rembourser les intérêts, donc qui ne sont pas du tout utilisés pour des investissements, pour toutes les questions qu'on a à résoudre, aussi bien technologiques, démographiques ou climatiques. Donc c'est un vrai sujet, de ces charges d'intérêt. Et on a eu une parenthèse de 10 ans, effectivement, on a eu des taux d'intérêt nuls ou négatifs. Il y a une espèce de... Voilà, qui a entraîné un... Mais en même temps, cette décennie est importante, donc, parce que c'est la décennie où l'écart avec les taux d'intérêt allemands s'est accru. Parce que les Allemands, ils ont fait à ce moment-là, après la crise des subprimes et la crise des dettes souveraines, ils étaient à 80% de ratio dette publique sur PIB, et nous aussi. Et eux, ils ont commencé à résorber leur dette publique et à faire des réformes structurelles que nous n'avons pas fait. Donc cette décennie a été vraiment terrible parce qu'elle nous a endormis sur la charge de la dette et on n'a pas fait les réformes structurelles qu'on aurait dû faire, qui nous ont amené à une dette croissante en volume en tout cas. Oui, juste pour compléter tout ça, on parle beaucoup de la France, mais le pays pas le pays, l'État. Parce qu'on a parlé du pays, il y a une différence entre le pays et l'État. Parce que le Japon dont on a parlé, l'État est très endetté et le pays est le principal détenteur d'actifs à l'étranger. Parce qu'il y a la population japonaise a épargné. C'est une population qui a beaucoup vieilli. Et donc, comme tous les gens qui vieillissent, elle épargne. Et donc, elle détient énormément de choses à l'étranger. Il y a beaucoup d'épargne en France ? Mais non, mais il n'y en a pas assez par rapport, justement, vous avez une épargne qui est absorbée par le déficit budgétaire, et donc finalement, on manque d'épargne. Et par rapport aux Japonais, on est des enfants de cœur, entre guillemets. Donc, oui, mais j'ai lu récemment quand même que, justement, vu la dette quand même galopante des Japonais, l'épargne des Japonais ne suffisait plus à financer la dette. Et donc, il y avait maintenant 30% de la dette qui était placée à l'extérieur. Oui, mais au bilan final, quand vous regardez les comptes du pays, on mesure la situation d'épargne d'un pays par sa situation de balance des paiements courants, par sa situation de ses comptes extérieurs. Et le Japon a dégagé l'année dernière 200 milliards de dollars d'excédent extérieur. Donc, ils continuent à épargner. Alors, effectivement, ce qui se passe, c'est qu'ils ont compris que la dette publique, ça rapportait pas beaucoup non plus. Et donc, ils sont en train de racheter plutôt de la dette publique américaine, d'autant plus que, enfin on va pas insister sur le Japon, mais comme le yen se casse la figure, en plus quand vous avez des bons du trésor américain, vous avez les intérêts américains plus le bonus sur le change, donc vous avez intérêt. Et je reviens aux États-Unis, le pays qui est le plus endetté, dont l'État est le plus endetté au monde, ce sont les États-Unis. Justement, mais vous déflorez la question de Farkatshop. Salut Farkatshop, bienvenue chez toi. Farkatshop qui vous pose davantage qu'à moi la question, c'est pourquoi les États-Unis ne s'encombrent pas trop des soucis de dette alors que l'Europe veut rester dans les accords de Maastricht. Ah oui, ça, ils s'en encombrent, mais pas du tout. Et alors, la conséquence de ça, si vous voulez, la dette publique mondiale, c'est 80 000 milliards de dollars à peu près. Si on arrivait à peu près. D'après le FMI, toujours. Les États-Unis, c'est 35 000 milliards de dollars de dette publique. Donc c'est pratiquement 40% de la dette publique mondiale, alors que l'économie américaine, c'est entre 20 et 25% de la production mondiale. Et la charge d'intérêt, donc il y a Janet Yellen, qui est la secrétaire au Trésor sortante, elle a fait une déclaration récemment en disant l'économie américaine, ça ne résonne pas par 1000 milliards. 1000 milliards de dollars, c'est la charge de la dette. 1000 milliards de dollars, c'est le déficit de la balance des paiements courants, c'est le déficit extérieur. 2000 milliards de dollars, c'est le déficit budgétaire. Bon. Alors pourquoi Parce que quand ils émettent de la dette, ils émettent du dollar. Et les gens en regardent, ils disent, bon, mais une fois, c'est le grand vieux principe de Connelly, c'est le dollar, c'est notre monnaie, puis c'est votre problème. Hein. Donc vous avez du dollar, vous récupérez des dollars. Bon, mais voilà, 1000 milliards de dollars, il n'y a pas de problème. Et alors, vous vous dites, oui, mais ils les trouvent où ces dollars? Mais ils les fabriquent. Il y a la grande différence là aussi qui s'est passée dans les années 70, c'est la fin de l'or. Jusqu'à une certaine époque, quand vous aviez des dollars, quand vous aviez des francs, vous aviez des marques, quand vous aviez des titres de dette publique, à la fin des fins,
On avait de l'or. Vous aviez de l'or. Dollar as good as gold. Voilà, là maintenant vous avez juste du dollar, vous avez de l'euro, et donc et ça vous pouvez en faire, l'or il fallait être alchimiste, les économistes du 19e siècle disaient le grand ennemi de l'économie c'est l'alchimiste, c'est celui qui pense qu'il va réussir à fabriquer de l'or, et on est entre les mains des alchimistes. Oui, je voulais dire que c'est la raison pour laquelle les États-Unis sont si attachés à défendre le rôle du dollar à l'étranger et à empêcher effectivement que d'autres pays créent une zone dans laquelle le dollar ne servirait plus aux échanges extérieurs. Voilà, donc on voit bien qu'il y a un jeu aussi qui est lié aussi à leur capacité à s'endetter. Imaginez que la place du dollar dans l'économie internationale décroisse. Est-ce que les États-Unis pourraient continuer à s'endetter comme ils le font? Pas forcément. Donc on voit bien que ce rôle du dollar dans l'économie internationale, il détermine aussi tout un tas de choses, effectivement, notamment la régulation sur les marchés internationaux. Oui, alors si on revient à la France, évidemment, on n'a pas du tout ce schéma, puisqu'on a eu auparavant cette arme monétaire pour justement aussi dévaluer la dette. C'est ce qu'on a fait plusieurs fois, si on remonte juste à Poincaré, donc, qui a eu à affronter une grave crise de change, mais aussi une crise monétaire et financière. Et donc, suite à cette grave crise de change, où il y a justement une crise de défiance sur les bons du Trésor et des demandes de déremboursement qui étaient supérieures aux demandes d'achat. Et donc, il a dévalué le franc de 80%, le franc germinal, ce qui est quand même énorme. Et donc, du coup, la dette a été dépréciée d'autant. Donc, on avait cette arme monétaire, on l'a eu jusqu'à jusqu'à l'euro. Et donc, on l'a utilisé plusieurs fois pour... moi, je dirais que la monnaie a financé la croissance, mais elle a aussi financé la dette. En France, finalement, on n'est pas tellement attaché que cela à une monnaie forte, et on a toujours un peu... utiliser l'arme monétaire pour financer la dette. Il faut bien comprendre que avant l'histoire le franc germinal dont on vient de parler, en 1913, il valait un franc suisse. À l'heure actuelle, la monnaie française vaut un franc suisse. L'euro vaut à peu près un franc suisse. Sauf qu'entre-temps, on a dévalué la monnaie française, on l'a divisée par 100 en passant de l'ancien au nouveau franc, et l'a encore divisé par 6,56 en passant du nouveau franc à l'euro. Et donc, on a divisé notre monnaie de 656 par rapport au franc suisse. Et je ne vous raconte pas par rapport à l'or. Alors, l'or, encore une fois, il a disparu. Mais on en revient au dollar. Il y a des gens qui commencent à se dire, et c'est tout le problème des Américains, c'est que ça ne puisse pas se généraliser, c'est détenir autre chose, ce serait peut-être pas mal. Alors, du franc suisse, pourquoi pas, sauf que il y en a pas beaucoup de francs suisses, c'est tout petit, le franc suisse. Alors on peut, mais concrètement, effectivement, il y a toujours une menace par rapport à une référence, à un étalon, à une capacité de dépense, d'utiliser la dévaluation par rapport à cet étalon pour se débarrasser de la dette. Quand on parle de la dette, on parle souvent des marchés financiers, dont on ne sait pas bien... en tout cas dans le grand public, qui ils sont, quel est leur rôle. J'ai deux questions simples, un peu naïves. C'est des questions qui synthétisent la plupart des questions qui pourraient arriver dans le chat dans quelques minutes. Quand on va parler des marchés financiers, c'est pourquoi on parle de marchés financiers quand on parle de dette, et est-ce qu'il faut à tout prix s'en préoccuper? Je ne sais pas je sais plus dans quel média il s'exprimait, mais je me rappelle d'Henri Guénaud, qui était ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, qui avait dit un marché financier efficient, ça prédit rien et ça avance au hasard. C'est compliqué de fabriquer une politique avec du hasard. Alors, est-ce qu'on doit prendre en compte à ce point-là les marchés financiers, et quel est leur rôle par rapport à la dette, puisqu'on les met toujours un petit peu en satellite de tous les problèmes liés à la dette? On a un peu répondu à ça en parlant de la loi de 1985 qui avait justement internationalisé la dette publique française. Je rappelle que c'est Pierre Bérégovoy qui a pris cette initiative et qui donc a permis ce placement international. Mais bon, il faut pas non plus... C'est un chiffon noir qu'on continue à brandir, en fait. Oui, mais bon, la dette française, elle s'est aussi souvent placée sur les marchés étrangers dans l'histoire. Rappelez-vous, on peut remonter à l'emprunt franco-anglais de 1915.
Jean-Marc Daniel va encore remonter avant, mais bon, voilà, moi je me contente du XXe siècle. On a plusieurs fois eu recours aux prêts étrangers, au marché étranger. C'est pas en soi un problème. Là, ce qu'il y a, c'est que les marchés financiers sont de plus en plus volatiles, je pense, et donc quand on a une dette publique extrêmement importante, on est un petit peu soumis à pression, surtout quand on a un problème à l'intérieur de la zone euro et que on est médiatiquement, on vous ressasse sans arrêt que le spread augmente, etc., que c'est dramatique. Oui, peut-être qu'il faut expliquer, revenir sur le mécanisme. C'est-à-dire que l'Agence France Trésor émet très régulièrement des avis pour vendre sa dette à des intermédiaires qui sont ses correspondants. Ces correspondants achètent, mais la dette française, les emprunts français, ils sont négociables. Pendant longtemps, ils n'étaient pas forcément négociables. Aujourd'hui, la part non négociable de la dette française est extrêmement faible. En fait, elle est négociable. Ça veut dire que ces correspondants du Trésor, ils peuvent revendre la dette qu'ils ont achetée, en achetant des titres d'emprunt sur le marché secondaire, où là, effectivement, interviennent tout un tas d'intervenants financiers. Et c'est là que s'exerce la spéculation. C'est pas sur le marché primaire, c'est sur le marché secondaire. Mais évidemment, tout ce qui s'effectue sur le marché secondaire remonte sur le marché primaire. Parce que quand vous achetez de la dette française sur le marché primaire, vous savez que vous pourrez la revendre plus ou moins facilement, avec un différentiel par rapport au taux d'intérêt que vous avez encaissé en quelque sorte. Voilà, donc c'est comme cela que s'effectue la transmission, si vous voulez, des mouvements qui se produisent sur le marché secondaire. Et le rôle de l'Agence France Trésor pour le compte de l'État français, ça consiste justement à essayer de mener une politique d'intervention, y compris sur les marchés secondaires, en offrant des titres qui correspondent plus ou moins à la demande de ces marchés secondaires. Par exemple, en offrant des titres à long terme qui s'adressent plutôt aux fonds de pension, qui souhaitent placer sur des titres de long terme. Voilà. Donc, en fait, la stratégie de l'Agence France Trésor répond à ces différents mouvements qui s'effectuent entre marché primaire, marché secondaire. Oui, pour rebondir sur l'idée, derrière les marchés financiers, il y a cette idée qu'il y a effectivement la spéculation, les gnomes de Zurich, comme on disait autrefois, les gens qui vont... La dette, on l'a dit, une fois qu'elle a été achetée par les spécialistes en valeur du Trésor, elle est revendue. Et beaucoup de dettes est entre les mains, même si c'est indirect, je maintiens, des Français eux-mêmes. Et donc, à un moment donné, on parlait donc de Balladur et tout ça. Le ministre de l'époque, Edmond Alfandéry, avait demandé à ce qu'on rematérialise la présence de la dette entre les mains des Français. Mais parce que, et alors à l'époque, Bercy lui avait dit, mais écoutez, il est déjà entre les mains des Français. Ils n'arrêtent pas de souscrire des assurances vie. Et d'ailleurs, c'est pas par hasard qu'on a fait de l'assurance vie un produit qui est très intéressant sur le plan fiscal, parce que pour le ministère des Finances, c'est un moyen d'être sûr que les gens vont effectivement racheter la dette aux opérateurs, aux services en valeur du Trésor. Donc, il y a en réalité, le marché spéculatif est assez étroit. Ce qui est intéressant dans les exonérations fiscales, et donc là aussi je parle sous le contrôle de l'historienne, mais pendant très longtemps, c'était les droits de succession qu'on supprimait sur les gens qui détenaient la dette. Moi, je fais partie d'une génération où les notaires vous disaient, avant de mettre quelqu'un en bière, il faut le mettre en pinet. Et donc, c'est l'emprunt Pinet. C'est surtout l'emprunt Pinet. Hein. Oui, je crois que c'est un des seuls. C'est le seul. C'est le seul. C'était l'emprunt Pinet qui était exonéré de droits de succession. Et donc, effectivement, pour rendre attractif, mais donc donc Pinet. Donc là, il y avait donc cette idée aussi que on va par des exonérations fiscales attirer l'épargnant de base. On va attirer non pas donc effectivement le fonds spéculatif, BlackRock et tout ça. Non, vraiment l'épargnant de base, y compris étranger. Parce qu'on a parlé des fonds de pension. Le fonds de pension étranger, c'est un épargnant de base. C'est des retraites. Des retraites de gens ordinaires, en fait, du tout venant des pays. On a parlé de la Norvège. C'est le Norvégien
du tout venant qui reçoit l'argent à titre de retraite. Leur connaît le corps. Oui, c'est juste pour une petite précision, c'est effectivement tous les bourgs du Trésor, depuis la Première Guerre mondiale notamment, avaient des avantages fiscaux très importants. C'était surtout la commission donc des banques était moins importante, et il y avait des avantages aussi en termes d'impôt sur les valeurs mobilières. Hein. Mais c'est l'emprunt Pinet le seul qui était Mais il y en a eu deux. Il y a eu celui de Senghor, et puis il y a mais celui c'est les de emprunts Gaulle. Pinet, c'est les seuls qui ont été exonérés des droits de succession, et c'est pour ça qu'il a eu autant de succès. Mais bon, l'ensemble des emprunts publics était beaucoup plus avantageux pour les souscripteurs que les autres emprunts, et c'est comme ça que l'État a voulu un peu attirer un peu les émetteurs, les Français, les citoyens, quand ils en avaient vraiment besoin, donc en mettant des taux d'intérêt assez élevés également, et en mettant tout un système d'indexation aussi. Il y avait des emprunts qui étaient indexés sur l'or, d'autres qui étaient indexés sur l'inflation. Enfin, on avait tout un système pour, surtout dans les années... Encore. Oui. On a remis des emprunts indexés sur l'inflation. Voilà, absolument. Et donc, surtout après la Seconde Guerre mondiale, où il y avait une inflation assez forte, et donc les valeurs fixes étaient beaucoup moins prisées parce qu'elles étaient moins rentables, beaucoup plus elles se dépréciaient, et donc l'État était obligé de mettre des avantages pécuniaires très importants pour placer sa dette. À l'heure des motions qui sont votées à l'Assemblée nationale, il y a Tromaret, salut Tromaret, qui dit qu'il faudrait parler de la Grèce pour envisager pourquoi la dette est une question politique et pas uniquement économique. Est-ce qu'il a raison, Tromaret? De parler de nous par rapport à la Grèce? Non, dans les débats actuellement, notamment à l'Assemblée nationale, on brandit le chiffon rouge de la Grèce, de la Troïka, pour dire qu'il y a un vrai problème de dette et que c'est un problème à régler en France. Est-ce qu'on en est là? Oh ben non, mais il faut comparer le poids économique de la Grèce par rapport au poids la dette, par exemple, n'est économique jamais de la rentrée dans France. un programme politique, par exemple. Et là, ça pourrait presque le devenir. Oui, c'est déjà un problème politique. Oh, Non, c'est déjà un problème. Dans un programme, je dis. Hein. C'est déjà un problème Oui, politique. oui. C'est déjà un Mais ce n'est problème pas politique. un Parce élément que programmatique. il faut être parfaitement clair. La dette que nous avons aujourd'hui, elle a fortement augmenté dans les années 2010 et elle est le résultat de choix politiques. Par conséquent, la dette est un problème politique, de toute façon. Donc, de base, ça l'est. Alors maintenant, au niveau de l'Union européenne, ça peut le devenir. Mais la Grèce, c'est pas la France. La France, c'est pas la Grèce. Et donc, la Troïka, avec sa charge, si vous voulez, qu'il y avait derrière, je pense pas qu'on la voit débarquer en France. Moi, je pense que la France est protégée par le système européen, par l'euro. Au départ, l'euro, c'était un système qui devait nous contraindre à être plus vertueux. C'était comme ça que ça avait été envisagé. Il y avait des débats entre l'union économique ou l'union monétaire. Et donc, on a tranché en disant on va commencer par l'union monétaire, poussé d'ailleurs par les Français qui voulaient aussi s'adosser au Deutschmark, une monnaie forte. Et donc, finalement... moi, je trouve que la Banque centrale européenne n'a pas joué son rôle de garde-fou. Et donc, on est effectivement dans une situation maintenant où la dette n'a pas été... l'endettement français n'a pas été sanctionné par l'Europe, par la Commission de Bruxelles. Et donc, on a ce système donc un peu dangereux parce qu'on n'a pas de garde-fou à part la Cour des comptes qui est un lanceur d'alerte important, mais qui n'a pas de pouvoir de sanction, contrairement à la Commission de Bruxelles. Donc ça, c'est un vrai sujet, c'est ce manque de garde-fou. Et donc, c'est un vrai problème politique, puisque là, on est dans un emballement et on n'en voit pas tellement l'issue. Et bon, les crises passées, auxquelles on peut faire référence, mais je vais laisser la parole à mes collègues, les crises passées montrent que quelquefois, la France, il faut qu'elle soit un peu au fond du trou pour être mis devant ces échéances, devant ces créanciers.
extérieure, parce que ce soit en 1926 ou en 1957, la France a eu affaire à des créanciers extérieurs. Elle a eu aussi... Dans quel contexte il s'agissait de qui donc? C'était une crise monétaire et financière grave. Donc en 1926, j'en ai parlé. Donc c'était une crise de défiance à la fois politique et financière, puisque il y avait le cartel des gauches. Donc un mur d'argent qui s'était organisé, et une fuite des capitaux. Donc le franc avait dégringolé sur le marché des changes. Une crise de défiance aussi qui se manifestait aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur par demande de remboursement des bons du Trésor. Et donc l'État n'arrivait plus à financer ses fins de mois, puisque les bons du Trésor, ce sont des bons à court terme. Donc il y avait une épée de Damoclès au-dessus de l'État qui l'empêchait de financer son déficit. Et donc, je ne sais plus où j'en étais. Donc en 26, donc ce problème de change. Et en 1957, on a eu aussi un problème fort de crise des finances publiques liée aux guerres coloniales, au coût de la guerre d'Algérie, avec aussi là une instabilité ministérielle qui existait également sur la Troisième République. Et donc, finalement, la Quatrième République a été emportée à la fois par une crise financière et une crise politique qui s'est dégénérée en crise de régime. Donc on peut comparer à ces deux éléments. La France doit tomber au fond du trou pour... en fait, il faut quelquefois une intervention extérieure et vraiment être en face d'une réalité très difficile et des contraintes fortes pour qu'elle réagisse. Jeff, dans le chat, je lis tes questions et je vais les poser après, mais je laisse d'abord la parole à Jean-Marc Daniel. Oui, je voudrais rebondir sur ces exemples historiques parce que pour moi, l'exemple le plus intéressant, c'est 83. Parce qu'en 83, on était dans la même situation qu'aujourd'hui. Un déficit budgétaire qui nourrissait un déficit extérieur. Parce que le problème, et on parle du Japon, le Japon peut se permettre d'avoir un déficit budgétaire important parce qu'à la fin des fins, il a un excédent extérieur. En 83, on avait un déficit extérieur et nous sommes exactement dans la même situation en ce moment. La réponse a été le plan de rigueur. Je rappelle aux plus anciens de nos auditeurs qu'on a enfermé la population. On a fait un carnet de change, on ne pouvait plus sortir. Et même en 57-58, il y avait un contrôle des changes, mais il n'y avait pas de carnet de change. En 83, il y avait un carnet de change. On ne sortait pas du pays. Et pourquoi est-ce qu'on est dans une situation plus favorable maintenant ? C'est qu'effectivement, on l'a bien dit, c'est l'euro qui nous sauve. C'est-à-dire que, grosso modo, les importations françaises sont payées par les exportations allemandes. La question, et c'est là qu'on rejoint le problème politique, c'est combien de temps est-ce que les Allemands vont le supporter ? Et donc, ce qu'on appelle les pays frugaux, où il n'y a pas l'Allemagne, mais qui ont été organisés autour des Pays-Bas, de l'Autriche, de la Finlande, qui sont des pays qui sont tout proches dans leur démarche intellectuelle et économique de l'Allemagne, les pays frugaux mènent la charge régulièrement contre la France. Et ce qu'ils mettent en avant, c'est le fait que le Parlement français, c'est là qu'on rejoint le problème politique, vote tous les traités. Notamment le traité de Maastricht qui a même été voté en référendum, le dernier traité qu'on appelle le TSCG qui fixe des normes très précises aux évolutions. Et jamais aucun budget après approuvé par le Parlement n'est conforme au traité qu'a voté le Parlement. Donc, il y a un problème politique, mais au sens de la cohérence intellectuelle de nos représentants. Ils votent des textes qui sont en contradiction avec d'autres textes qu'ils ont précédemment votés. La dernière remarque que je ferai sur la Troïka n'existe plus. La Troïka, c'était avec le FMI, et la direction du FMI a dit « c'est des affaires intérieures à l'Europe. Nous, on n'est pas là pour ça. » Nous, on est là pour régler les problèmes de déficit extérieur de pays qui sont des pays émergents. On n'est pas là pour régler les affaires intérieures à l'Europe. Donc, s'il y avait un mécanisme, ça s'appellerait le mécanisme, le MES, le mécanisme européen de stabilité, et ce seraient les Européens qui seraient désagréables avec nous, et pas le FMI. La lâcheté de la crise grecque et de ce qui s'est passé, c'était de sous-traiter au FMI la méchanceté. Or là, je pense qu'on est arrivé à un point où on n'est pas dans la situation de la Grèce, mais il y a des gens qui se prêtent et qui seraient désireux d'être méchants avec nous, comme l'ont été les agents du FMI avec la Grèce. Moi, je voulais juste une petite remarque sur le tournant de 82-83, qui a été mis en œuvre par Jacques Delors, qui avait lancé des alertes auparavant auprès de l'équipe de François Mitterrand, qui finalement s'est résolu à rester dans le système monétaire européen et a donc adopté ce plan de rigueur qui était très rigoureux. Enfin, quand même, c'était aussi bien en termes de réduction des dépenses publiques que d'augmentation des impôts
encore même après celle de 81. Moi, ce que je voulais dire, c'était à l'époque, c'était une gauche réformiste, une gauche de gouvernement qui a mis en place ce plan de rigueur. Point barre. C'est entendu. Jeff, dans le chat, vous demande le prix de la dette française, est-ce qu'il est biaisé par les réglementations européennes qui forcent les établissements économiques à détenir des titres d'État? Non. Non. Ah, moi, j'ai pas trop compris la question de Jeff. Hein. Non. Je la répète. Jeff, il faut que tu reposes ta question. Le prix de la dette. Ah, ça a bougé. Plus. Pardonnez-moi. Alors. Je pensais que vous alliez pouvoir m'expliquer la question de Jeff, mais pas du tout. La question de Jeff n'est pas claire. Non. Oui, pardon, c'est le prix de la dette française. Est-ce qu'il est biaisé Oui. par les réglementations européennes qui forcent les établissements économiques à détenir des titres d'État? Est-ce qu'il y a un règlement qui oblige Non, il y a des obligations qui sont ces balles, ces balles qui obligent les banques à avoir un certain type d'actifs qui sont des actifs sûrs, avec des structures de bilan, des fonds propres. Et la dette publique, c'est pas la dette publique en tant que telle. Ils obligent à avoir des instruments financiers, des actifs financiers qui ont une certaine type de notation. Des règles prudentielles. C'est des règles prudentielles. Voilà. C'est donc, des règles prudentielles qui s'appliquent effectivement aux banques. Elles doivent détenir un volume effectivement de titres, mais on ne mentionne pas vous devez détenir des titres de la dette française ou voilà, des titres il faut de que la vous ayez dette... des titres Ouais, qui ont des notations en voilà. A. Donc voilà, donc vous avez, dans votre bilan, vous devez avoir tant de A, tant de B, vous pouvez, voilà. Jean-Marie Monnier, vous avez commis, mais vous avez tous les trois commis quelque chose dans les cahiers français, mais bon, en tout cas, dans cet article-là, pardon, donc dans les cahiers français de l'édition octobre-novembre, un long article qui s'appelle Comprendre la dette. Et vous le débutez comme ça, la dette publique, c'est pas une invention des sociétés contemporaines, ça s'inscrit avec l'émergence de l'impôt dans une longue histoire qui remonte au balbutiement de l'État moderne. On parlait de quelle époque? On a vu plein d'époques au début de la dette. Vous parliez de quelle époque? C'est quoi le 12e, 13e siècle, du 13e au 15e siècle, voilà. Et vous décrivez le passage de l'état domanial à l'état fiscal. Oui, d'un état du brouillard, il faut que vous l'expliquiez. D'un état dans lequel le monarque vit essentiellement grâce aux ressources qu'il tire de son domaine, et donc ce qu'on pourrait considérer comme des impôts, c'est-à-dire des droits seigneuriaux, c'est un seigneur comme un autre, représente une part extrêmement faible de l'ensemble du reste. Il vit de son domaine. Donc, en fait, on passe de cet état-là à un état qu'on appelle état fiscal, dans lequel il va vivre de manière beaucoup plus importante d'une articulation entre l'impôt et la dette. Tout cela, alors en France, ça s'effectue, on comprend bien en France quand on a en tête le fait que joue une guerre importante, la guerre de 100 ans, hein, et les dépenses nécessitées par la guerre. Hein, et on a deux échéances. Charles V, qui pour financer la guerre, fait une première étape, transforme ce qu'on appelait les aides, qui étaient exceptionnelles, qui étaient des aides donc que les sujets du monarque payaient en cas de situation exceptionnelle, en impôts permanents, puis il revient dessus avant de mourir, et puis ensuite l'ordonnance de, si je ne me trompe pas, 1429 de Charles VII, qui transforme effectivement, qui crée un impôt permanent avec une armée permanente. Hein. Le problème, c'est le passage de l'armée de l'Ost, en quelque sorte, où on a une armée qui est procurée par les seigneurs qui se rallient au roi, à une armée de professionnels permanente qu'il faut financer. Donc voilà, c'est à ce moment-là qu'on passe, qui est une charnière, une sorte de transition, si vous voulez, vers un état dans lequel on vit de l'impôt, un impôt qui n'est pas consenti, ou pour lesquels on demande l'assentiment des États jusqu'au début du XVIIe siècle, où les États généraux ne disparaissent. Hein. Donc, on a un impôt qui n'est pas consenti, et on a une dette qui ne va pas cesser de croître. On a une articulation entre les deux. Non, moi je ne vais pas faire un saut dans le temps, on va pas refaire l'histoire de la dette. Voilà. En général, les historiens considèrent que ceux qui ont le pays qui a promu la dette, qui a développé le plus la dette à l'époque, c'est les cités italiennes lors de la Renaissance. C'est elles qui ont joué un rôle
important pour leur guerre, hein, bien sûr, parce qu'au départ, les dettes, c'était surtout pour financer les guerres et après les crises. Mais voilà, et nous, on a continué et dans après. ces histoires, il faut rajouter quand même que régulièrement, l'État faisait des banqueroutes. Normalement, on ne fait plus ça, on essaie d'éviter ça, et on monétise la dette, on dévalue, mais on faisait banqueroute officiellement, on disait à un moment donné, c'est fini. Et la dernière, c'est 1797. Oui. Voilà. Depuis, on a trouvé les moyens d'éviter ça, mais on faisait beaucoup banqueroute. La deuxième chose, encore une fois, pour parler du XIIIe siècle, j'insiste sur le rôle de la Magna Carta des Anglais. C'est là, véritablement, qu'on se dit, on va avoir une recette permanente, et on va demander aux gens qui vont payer d'avoir une forme de contrôle. Et ça va déboucher ensuite sur le slogan de la Révolution américaine, pas de taxation sans représentation. Et il faut ajouter une chose, c'est on comprend que ça joue un rôle important, y compris pour la population, puisque en fait, c'est une forme d'épargne par capitalisation dès le XVIe siècle. Les gens achètent des titres de la dette pour pouvoir conserver une part de pouvoir d'achat pour plus tard. Oui. Mais il n'y a pas de système de retraite à l'époque. Chers amis, il est bientôt 18h58 et dans 2 minutes, c'est déjà malheureusement l'heure de nous quitter. L'heure est passée très vite. Laure Conwell-Cor, le mot de la fin peut-être. Le mot de la fin, c'est, écoutez, il faudrait que la dette est rentrée dans le débat public là, de manière assez brutale depuis 6 mois. Elle est rentrée dans le débat dans les médias, auprès des citoyens. On pense que dans les sondages, on sent une certaine inquiétude publique, mais il y a une espèce de bulle de déni qui reste forte du côté de la représentation parlementaire. Et je rappelle que vous avez commis le déni de la dette, une histoire française, paru chez Flammarion, en 2024, Jean-Marie. Non, vous vouliez ajouter quelque chose? Non, merci. C'est un plaisir largement partagé. Jean-Marie Monnier, le mot de la fin. Oui, je voudrais compléter en disant que, en même temps, il faudrait éviter d'utiliser la dette comme un épouvantail, histoire de faire peur au bon peuple. Est-ce qu'il faut avoir peur alors? Il faut répondre par oui ou par non. Est-ce qu'on doit avoir peur? Non. Il faut avoir un peu de crainte, mais de la peur. Excusez-moi, non. Il faut garder raison. Et il faut traiter le problème de la dette avec les bons instruments. Pas en agitant les frayeurs nocturnes ou je ne sais quoi. Jean-Marc Daniel, le mot de la suite. Le mot de la suite. Non, alors moi je vais faire de la pub aussi pour mon livre. Eh bien, vous auriez dû me le transmettre. Voilà. Pardon. Nouvelle leçon d'histoire économique, parce que justement je raconte l'histoire de Jean Santerre, et puis je raconte la difficulté effectivement qu'il y a à faire des économies. Donc j'envoie parce qu'on n'a pas le temps, mais quand Necker a voulu faire des économies, il a fait venir un certain nombre de gens qui étaient des hâteurs de raux dans l'administration. Et personne n'a été capable de lui dire à quoi il servait. Il y en avait des gens qui disaient on est là pour taper dans le dos du roi pour qu'il fasse bien son rot, et il y en avait d'autres qui disaient pas du tout, on est là pour aller le voir dans les cuisines si le rot cuit assez vite pour qu'il ne soit pas en retard au moment où il va le manger. Et Necker a dit mais enfin et le représentant des hâteurs de rôle lui a dit le problème c'est pas de savoir à quoi on sert, le problème c'est que vous avez pris un engagement de nous payer. Et donc je crois que il faut se poser la question plutôt de savoir à quoi on sert, à quoi servent les dépenses publiques, plutôt que de prendre des engagements de les payer. Si c'est l'heure de la pub, alors mais oui, pardon. Allez-y. De mes 2 derniers ouvrages à la documentation française, Parlons dette en 30 questions et Parlons budget en 30 questions qui vient juste de paraître. Absolument, dans les cahiers français. Ça est très complémentaire. Wow, oui. On vous retrouve tous les 3 dans les cahiers français. 19h passées de 18 secondes. Merci Laure Conwell-Cor, merci Jean-Marie Monnier, merci Jean-Marc Daniel, merci de nous avoir fait l'amitié de vos lumières lumineuses et pointues. Ça a suscité plein de questions dans le chat. J'ai pas pu toutes les passer malheureusement, parce que vous avez été très bavards, mais vous étiez en même temps un petit peu là pour ça. Merci à tous les 3, merci d'avoir passé cette heure avec nous. C'est la fin de ce stream, chers amis. Merci aussi à vous, bien sûr, dans le chat, qui êtes de plus en plus nombreux, et on s'en félicite chaque semaine. C'est toujours avec le même plaisir que je vous lis et que je transmets vos nombreuses questions très très pertinentes à nos nombreux invités qui continuent à nous faire confiance. Alors merci pour votre confiance, on va continuer à vous fabriquer de bonnes séquences. Merci bien sûr à ma droite à Cyril Balta à la réal, merci à Stéphanie Berlu au visuel, merci à Jérém à la modé qui vous lit, qui vous censure, qui vous dit bonjour et qui vous dit au revoir. Merci à Olivier Chauve qui nous a bien aidé ce soir. Merci Olivier vraiment pour tout, merci chers confrères. Ce stream vous l'avez entendu, vous pouvez le voir, le réentendre
entendre. Pour le revoir, il est dispo en replay sur la chaîne Twitch de France Info, ainsi que sur la chaîne YouTube de France Info et sur le site de France Info. Le site de France Info, c'est franceinfo.fr. Pour ceux qui aiment le son de la maison de la radio et de la musique, le stream est à réécouter en podcast sur l'appli de Radio France. On se retrouve déjà demain pour exceptionnellement une seule heure de stream. On va reparler de politique. Alors pourquoi une seule heure? Parce que très exceptionnellement, je fatigue au bout de 2 heures, parce qu'on se réorganise un petit peu en ce moment pour pouvoir vous offrir des streams encore meilleurs. Et on est d'ailleurs en train de trouver des solutions pour que ce studio soit un petit peu moins ringard, parce qu'on sait que vous l'aimez pas beaucoup. Nous non plus, on l'aime pas beaucoup. Mais merci pour votre patience. On va arriver à vous proposer quelque chose qui soit un petit peu en accord avec... Mais c'est parce que vous le voyez de ce côté-là. Les gens, ils le voient de l'autre côté. Et de l'autre côté, c'est-à-dire dans l'écran sur Twitch, c'est vraiment pas Jojo. Donc merci pour votre patience. On y arrive très doucement, mais c'est promis. On va vous offrir un truc qui soit un petit peu plus Jojo. D'ici là, je vous donne rendez-vous donc demain de 17h à 18h, même endroit, même heure. Pas vraiment de bonne heure, mais certainement de bonne humeur. Je vous souhaite une excellente soirée à toutes et tous. Salut.